Webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Karima El Kadiri et je suis chargée de mission au pôle prévention des discriminations à l'IREV. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Jeunes des quartiers, accès à l'emploi, comment nos représentations influencent leur avenir. Ce webinaire est co-organisé avec l'AREFI, l'Association régionale des élus pour la formation, l'insertion et l'emploi des Hauts-de-France. Antoine Duhamel, responsable du pôle entreprise, emploi et formation à la REFI, avec qui nous avons conçu cet événement, nous en dira un peu plus dans quelques instants. Je tiens également à remercier Ingrid, responsable du pôle prévention et discrimination, qui sera votre gentille hôte dans le chat, et aussi Khadija, responsable administrative et financière, pour son soutien précieux sur la question de l'émargement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'IREV, nous sommes le centre de ressources poétiques de la ville des Hauts-de-France. Notre mission est d'accompagner les acteurs engagés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qu'il s'agisse de techniciens, d'associations ou d'élus, en mettant à leur disposition des outils, des ressources et des espaces de réflexion pour renforcer leurs actions. Alors, l'une des grandes lois qui a structuré la politique de la ville, c'est la loi du 21 février 2014 de programmation pour la politique de la ville et la cohésion urbaine. C'est la loi dite LAMI. Et cette loi a inscrit la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes comme des axes transversaux des contrats de ville. Et c'est dans cette logique que l'IREF s'engage à promouvoir ces principes à travers ses actions, ses ressources méthodologiques et thématiques. Alors, dans les Hauts-de-France, la politique de la ville, ça représente aujourd'hui 204 QPV. Ça représente une population de 753 000 habitants, et ce qui en fait la région la plus concernée par la politique de la ville après l'Île-de-France. Ces quartiers font face à des difficultés importantes, notamment en matière Zamzam, je viens de d'accès. lancer. Mais... Ouais. Notamment, on va vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Ces quartiers font face à des difficultés importantes en matière d'accès à l'emploi, notamment chez les jeunes. Au niveau national, le taux de chômage dans les QPV est presque 3 fois supérieur à celui comparé à celui des quartiers environnants. Selon les données de l'ONPV, l'Observatoire national de la politique de la ville, et parmi les jeunes actifs de moins de 30 ans, ce taux atteint même 33% contre 15% dans les autres quartiers. Alors, cette différence de taux de chômage, elle peut s'expliquer en partie par la proportion plus faible de personnes diplômées dans ces quartiers, mais pas que. Bonjour tout le monde. Je vais demander à ceux qui nous rejoignent de couper le son quand ils arrivent parce que nous les entendons. Merci. Donc pour expliquer les écarts les écarts de chômage entre les territoires en politique de la ville et les territoires hors politique de la ville, on pourrait avoir, voilà, comme réponse, on verra tout à l'heure avec l'étude de l'APEC, la question des diplômes, mais ça n'est pas c'est pas le seul facteur. Cette différence de qualification, ça ne suffit pas à expliquer cet écart d'accès à l'emploi, parce qu'à niveau scolaire équivalent, l'accès à l'emploi est plus difficile en QPV. Par exemple, c'est l'Observatoire des inégalités qui relevait que, par exemple, 28% des non-diplômés des quartiers en difficulté sont au chômage contre 16% dans les autres quartiers. Ensuite, la situation est similaire pour les titulaires de diplôme. Le taux de chômage des bac plus 2 et plus est de 16% dans les quartiers politiques de la ville contre 6% en dehors des quartiers politiques de la ville, soit près de 3 fois plus. Donc, ces écarts, malgré des niveaux de diplôme similaires, peuvent être liés à plusieurs facteurs et on va explorer ce matin l'un des facteurs. Donc, l'un des facteurs, ça peut être la capacité à mobiliser un réseau social, la mobilité. Et celui qu'on va explorer aussi ce matin, c'est celui des discriminations à l'encontre des populations résidant en QPV. Donc, le webinaire que nous vous proposons ce matin aux côtés de la REFI s'inscrit dans une réflexion plus générale sur les défis d'insertion des jeunes dans les quartiers populaires. Il s'agit du troisième et dernier d'une série de 3. On en avait organisé un en partenariat avec le C2RP en septembre.
qui portait sur la prévention des discriminations et l'accès à l'apprentissage dans les QPV. Le replay est disponible. Je pense que ça va vous être partagé dans le chat pour ceux que ça intéresse. La semaine dernière, à la même heure, on avait le webinaire sur l'essor du travail uberisé dans les quartiers populaires et son impact en termes de prévention des discriminations. Et aujourd'hui, pour clôturer ce cycle de webinaires, nous sommes là aujourd'hui pour échanger sur les représentations des professionnels sur les jeunes de quartiers populaires. Donc, en ce qui concerne le programme de la matinée, ce matin, on débutera par une première partie qu'on a intitulée Regard croisé sur les inégalités d'accès à l'emploi en quartier populaire, 2 études pour comprendre. Et là, nous avons invité Kader Hamza, chef de projet études à l'APEC et pilote de l'étude diplômé du supérieur issu des QPV. Des difficultés majeures à surmonter pour le diplôme, mais aussi pour l'accès à l'emploi cadre. Nous avons aussi invité Charlotte Le Cerf pour cette première partie, qui est doctorante et auteure de l'étude L'inemployabilité des jeunes invisibles, analyse des représentations des professionnels au travers d'un dispositif d'emploi. La deuxième partie sera consacrée à la question de l'action. On l'a intitulée Agir localement, lutter nationalement, les actions de l'UNML et des ARML contre les discriminations. Et là, on aura le plaisir d'accueillir Ahmed Achiba, qui est directeur adjoint de la mission emploi Lys Tourcoing et qui est en charge des politiques d'accompagnement social. On aura aussi le plaisir d'accueillir Nathalie Robert, directrice de la mission locale de la Ciotat, en charge du pilotage de la mission déléguée à un engagement national des missions locales pour lutter de façon systémique contre les discriminations. Et cette mission déléguée, confiée à Nathalie Robert, est faite au nom de l'Union nationale des missions locales. Il y aura différents temps d'échange qui seront proposés dans cette matinée, donc n'hésitez pas à lever la main virtuelle ou à vous poser vos questions dans le chat. Et Ingrid se fera un plaisir de les remonter au moment des échanges. Donc on a la chance ce matin d'accueillir des intervenants de qualité. On a eu grand plaisir à préparer ce temps. On espère en tout cas que ces échanges nourriront vos réflexions sur ce sujet. L'IREV a souhaité associer dès le départ de ce webinaire les missions locales à cette réflexion, car elles jouent un rôle clé dans l'accompagnement des jeunes issus des quartiers prioritaires, en étant à la croisée des enjeux d'insertion sociale et professionnelle et en travaillant quotidiennement à lever les freins. Donc ainsi, sans plus attendre, je cède la parole à Antoine pour présenter la REFI et les différents enjeux sur cette question. Merci Karima, bonjour à tous, merci pour votre mobilisation ce matin. Donc pour faire en quelques mots, la REFI, donc la REFI c'est la coordination, la fédération et la représentation des 42 missions locales des Hauts-de-France, des 29 plis et des 22 maisons de l'emploi. Donc effectivement on est plus large que les missions locales. Toutefois, tu l'as évoqué Karima, les missions locales donc, sont sur les 3700 communes de territoire des Hauts-de-France, sur les 204 QPV des Hauts-de-France. Et ça se matérialise comment? Ça se matérialise par l'accompagnement de 28 000 jeunes résidents en QPV chaque année. Donc un impact très fort. Sur ces 28 000 jeunes, effectivement, on en accompagne 20% qui démarrent une formation qualifiante. On parlait effectivement, et puis Kader reviendra dessus, sur les formations des jeunes QPV. Et puis, le sujet majeur qui nous a réunis aujourd'hui, c'est l'accès à l'emploi de ces jeunes résidents en quartier prioritaire politique de la ville. 15% d'entre eux, chaque année, accèdent à un contrat de travail via notre réseau. Donc, les missions locales sont parfaitement engagées sur ce sujet des jeunes et de la discrimination que ces jeunes peuvent avoir dans l'accès à l'emploi. Et je pense que c'est en termes d'introduction, les quelques chiffres que je voulais vous évoquer avant de passer la parole effectivement à Kader qui va pouvoir nous parler de l'accès notamment des jeunes diplômés du supérieur sur la thématique de l'emploi. Merci Antoine. On va pouvoir débuter cette première partie du webinaire. Sur cette première partie, on vous propose un éclairage sur les inégalités d'accès à l'emploi dans les quartiers populaires. Et du coup, on s'est appuyé sur 2 études
qu'on a trouvées très complémentaires et qui permettent d'explorer les obstacles et les représentations qui influencent les parcours professionnels des jeunes issus des quartiers prioritaires. Alors, nous allons tout d'abord entendre Kader Hamza, je le rappelle, qui est chef de projet études à l'APEC et qui partagera avec nous les résultats de son travail sur les diplômés du supérieur issus des QPV et les difficultés spécifiques que ces jeunes peuvent rencontrer. Non seulement pour obtenir leur diplôme, mais aussi pour accéder à un emploi cadre. Donc, Kader, ça va être à vous. Je vais vous laisser peut-être, voilà, vous commencez à partager peut-être votre support et je vais en profiter pour vous demander si vous pouvez nous présenter à grands traits ou partager avec nous à grands traits, en tout cas le contexte, les enjeux de cette étude et la méthode que vous avez retenue. Oui, merci Karima, merci Antoine, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je ne vais pas me représenter parce que vous l'avez très bien fait et je ne vais peut-être pas forcément présenter l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, mais rappeler, comme vous l'avez dit, le contexte, ce qui nous a amené à réaliser cette étude. En fait, j'appartiens à un département qui réalise tout un ensemble d'études que vous pouvez retrouver sur le site APEC Corporate sur Internet pour essayer d'éclairer en fait tout ce qui concerne les problématiques de l'emploi au sens large. Et une des missions de service public qui est confiée à l'APEC, c'est d'essayer d'accompagner les publics qu'on appelle à risque, dont font partie les jeunes diplômés issus des QPV dans leur chemin vers l'emploi, et en ce qui nous concerne plus particulièrement l'emploi cadre. Alors donc pourquoi cette étude a été menée en 2023? C'est parce qu'il y a eu un constat qui a été réalisé et dont Karima a fait part sur le fait qu'il y a une problématique de l'emploi dans les QPV qui, malgré une amélioration qui est sensible chez les plus diplômés, demeure. C'est-à-dire qu'en fait, l'écart de taux de chômage que vous avez pu relever avec les moins de Bac+2 et les Bac+2 et plus, il s'amenuise en fonction de l'élévation dans le diplôme. Donc, plus on a un Bac+3, +4, +5, donc le public principal de l'APEC, plus cet écart se réduit, mais il demeure, il existe et il persiste. Et voilà, l'APEC a essayé de creuser un peu les difficultés d'accès à l'emploi cadre de cette population-là et d'essayer de réfléchir aussi aux stratégies qui sont utilisées pour avoir accès à l'emploi et durant toute leur carrière pour ceux qui y sont arrivés en fait. Donc c'est un volet plus pratique que la première partie qui est un peu plus théorique. Juste un petit mot quand même pour parler de la robustesse de l'étude. Voilà, c'est une étude qualitative, donc ça veut dire que je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais plutôt de mots, et qui a été réalisée avec le CREDOC. Donc il y a eu 48 entretiens d'une heure, voire plus, avec des personnes issues des QPV qui ont Bac+3 et plus, donc notre population majoritaire à l'APEC. Et donc, les personnes qui nous ont intéressés sont ceux qui résident dans le QPV, mais des personnes qui ont potentiellement quitté le QPV ou le quartier, j'utiliserai ce terme parfois, mais qui ont effectué une partie de leur parcours de formation en QPV, c'est-à-dire au moins le collège et le lycée. Alors, je ne rentre pas dans les détails sur la conception de l'étude, mais c'était important que ces personnes aient été marquées par leur parcours dans le quartier, quand bien même elles y sont restées ou pas ultérieurement. Donc 48 entretiens qui sont repartis en 24 personnes qui sont diplômées Bac+3 en recherche d'emploi, mais 24 autres un peu plus âgés, 30-35 ans, qui ont eu le temps d'effectuer un parcours et qui sont actuellement en emploi pour pouvoir nourrir cette partie sur les stratégies, l'accès à l'emploi et avoir un regard un peu plus, avec un peu plus de recul. Voilà. Je me suis un peu étendu sur le contexte et l'objectif et les méthodologies, mais c'est important de comprendre comment est-ce qu'on a mené l'étude. Donc, ce que je vais vous restituer, c'est la parole de ces 48 personnes qui nous ont fait part de leur cheminement vers l'emploi cadre. Alors, il y a 3 enseignements principaux. Karima, n'hésitez pas à m'interrompre Oui, si ouais, besoin, s'il y a des questions. Oui, merci Kader en tout cas pour la mise en contexte et justement sur les 3 enseignements.
votre étude à l'APEC identifie bien les différents obstacles dans le parcours social et le parcours d'insertion et quelles sont les principales difficultés rencontrées par les jeunes diplômés des QPV dans leur parcours scolaire et leur recherche d'emploi et dans leur accès à l'emploi cadre. Oui, c'est ça. Et Mmh. en fait, les trois constats, le premier, c'est un constat d'entrave, en fait, à l'accès aux formations supérieures qui sont quasiment indispensables. C'est un sésame avant l'insertion professionnelle. Le deuxième constat, sur lequel je reviendrai ultérieurement, c'est les tentatives d'explication qui ont été données par les principaux intéressés. Et le troisième constat, c'est justement les stratégies qui ont été mises en œuvre pour essayer de dépasser ces entraves et ces obstacles et les causes qu'eux-mêmes ont identifiées. Au début, en fait, lorsqu'on a mené l'étude, notre idée, c'était pas de remonter aussi loin en parlant des formations de ces personnes issues des quartiers. On est plutôt centré sur l'accès à l'emploi cadre, mais en fait, c'est le résultat de l'étude qui s'est imposé à nous, c'est-à-dire les personnes qu'on a interrogées ont glissé naturellement plus en amont que l'emploi, en signalant en fait que les principales difficultés, les premières difficultés qu'ils ressentent, c'est l'accès aux formations supérieures. Ils ont l'impression que leur parcours est jalonné de difficultés qui réduit en fait leur capacité à se projeter et à avoir accès aux formations supérieures qui permettent de réduire justement cet écart de taux de chômage et même de niveau de salaire et de responsabilité avec des zones hors QPV. Et en fait, ces difficultés sont encore plus marquées pour ce qu'on a appelé grossièrement les filières sélectives, c'est-à-dire autre chose que l'université, notamment les grandes écoles, Sciences Po, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc. Donc il y a une difficulté plutôt graduelle, c'est-à-dire essayer d'avoir accès déjà à une formation supérieure, une formation généraliste, et encore plus loin, avoir accès à des formations type école de commerce, école d'ingénieurs et si possible Sciences Po, Polytechnique, etc. etc. C'est une forme de cercle vicieux qu'ils nous ont décrit, qu'on a résumé avec les 4 points que vous avez à l'écran, mais qui se nourrissent et interagissent les uns avec les autres. Ce qu'ils nous ont raconté, c'est qu'ils sont dans des conditions d'apprentissage qui sont généralement défavorables, en tout cas par rapport aux zones hors QPV. Alors, ils sont revenus sur les moyens matériels, les perturbations, etc. Mais ça, en fait, ils peuvent le dépasser par des moyens intrinsèques, mais ça se couple en fait à un manque d'informations sur l'orientation ou alors une orientation biaisée qui fait que le fait de pouvoir dépasser ces conditions d'apprentissage défavorables, ben, ce n'est pas suffisant en fait. Ils n'ont pas la bonne information et sur leurs possibilités d'orientation, sur les suites possibles de leur parcours. Et quand ils ont une orientation, souvent elle est biaisée et en fait, alors, elle n'obstrue pas leur visibilité, mais si un tout petit peu en fait sur le vaste éventail de possibilités scolaires qu'ils ont qui leur ouvriraient les portes de l'accès à l'emploi cadre. Pas uniquement les filières sélectives que je viens d'évoquer, même si elles garantissent quasiment, les études le montrent, l'accès à l'emploi cadre, c'est aussi en fait des voies de secours, des possibilités, des chemins de rattrapage qui permettent de dépasser les ruptures de parcours scolaire qui interviennent parfois sur ces profils issus des quartiers. Et en plus, le fait d'être dans ces lycées, ces collèges dans lesquels ils ont l'impression, il s'est avéré que les conditions d'apprentissage sont plus défavorables qu'aux alentours, le fait de bénéficier d'une information parcellaire sur les possibilités d'orientation, le fait pour certains d'avoir eu des parcours non linéaires, en fait, ça génère un phénomène d'autocensure, un sentiment parfois d'échec qui est intériorisé et qui n'est pas forcément réel, en fait, si on le comparait à d'autres personnes qui ont accès à ces filières-là et qui n'ont pas un chemin aussi rectiligne qu'on pourrait le croire. Donc, l'idée à retenir, en fait, c'est que le premier obstacle, c'est l'accès aux formations supérieures par un cercle vicieux qui agit dès l'accès, dès le fait d'envisager l'accès aux études supérieures. Et en fait, ces difficultés d'accès aux études supérieures, et encore plus, j'insiste à chaque fois parce que c'est vraiment plus marqué sur les filières sélectives, ça a forcément des répercussions sur l'insertion professionnelle.
Lorsqu'on leur a posé les questions sur les difficultés qu'ils ont rencontrées, donc des personnes qui avaient jusqu'à 30-35 ans, eux, ils nous ont signalé que le nœud du problème, une fois qu'on a dépassé l'accès aux formations supérieures, en réalité, c'est le premier emploi cadre. C'est un moment charnière qui joue sur le fait d'entrer de manière positive dans la vie active et de pouvoir enchaîner sur un parcours cadre plus classique. À ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est important ce premier emploi cadre? Parce que justement, le cumul des embauches scolaires que je viens d'évoquer, en fait, joue sur le parcours professionnel, le début de parcours professionnel. Forcément, si on n'a pas le bon diplôme, si on n'a pas la bonne patte blanche, le début de parcours professionnel est moins aisé. Il se confronte à des difficultés qui sont classiques d'insertion des profils jeunes, mais avec en plus la difficulté du quartier et des formations supérieures qui sont parfois celles qui sont parfois pas celles qui sont attendues. Donc, ils ont plus de difficultés à avoir des stages et des alternances, du fait même d'avoir eu des difficultés à avoir eu accès aux formations supérieures ou d'avoir eu un parcours heurté. Et de ça découle en fait un écart entre les diplômés qui sont issus des quartiers et les autres, avec, au-delà du taux de chômage qu'évoquait Karima, un écart avec des taux d'intérimaires, des taux de CDD plus élevés et un taux de CDI qui est plus faible sur ces populations-là. Mais ça, c'est le quantifiable. Pour aller plus loin, en fait, sur des choses qui sont plus difficiles à quantifier. C'est sur la qualité du premier stage, la qualité de l'alternance, la qualité de l'emploi, la capacité à obtenir une position, un poste dans les métiers qu'ils recherchent, à la position qu'ils recherchent et dans la zone géographique qui est recherchée. Donc, c'est au-delà des chiffres, en fait, c'est euh, un écart invisible, alors c'est écho au mot utilisé par Charlotte qui suivra dans la présentation d'après, entre ce qu'ils souhaitent avoir et ce qu'ils ont en réalité par rapport, une fois de plus, aux zones environnantes. Euh, Ces résultats en fait sont corroborés par d'autres études, notamment l'étude de génération du CEREC, et ils arrivent aux mêmes conclusions aussi sur la suite du parcours. C'est-à-dire autant c'est critique, toutes ces difficultés en termes d'accès aux formations supérieures, aux filières sélectives, aux stages, à l'alternance et au premier emploi, autant on a l'impression qu'une fois qu'on est rentré en entreprise et qu'on a réussi à obtenir son premier emploi cadre, ces difficultés-là s'amenuisent. Donc le deuxième enseignement qui est critique, c'est de se dire que tout se joue, ou en tout cas beaucoup de choses se jouent au moment du premier emploi cadre. Pour la suite de carrière, parce que je rappelle, on a interrogé des personnes qui avaient entre 30 et 35 ans et qui avaient quand même réussi à dépasser ces obstacles-là. On leur a posé des questions pour savoir est-ce qu'ils continuaient à avoir des difficultés liées au fait d'être issus des quartiers tout au long de leur carrière. Clairement, les difficultés sont moindres une fois qu'ils ont réussi à dépasser les entraves initiales et qu'ils sont, on va dire, pris la roue de l'emploi cadre. C'est encore plus vrai pour ceux qui ont les parcours réussis, ceux qui ont quitté le quartier, donc qui se sont extraits de certaines difficultés matérielles concrètes, ceux qui ont appliqué des stratégies spécifiques sur lesquelles on reviendra dans la dernière partie de la présentation. Mais il y a aussi, et c'est important de le dire, il y a un effet d'habitude chez ces personnes-là issues des quartiers jeunes diplômés, plus 3, plus 4, plus 5, d'accepter le fait d'avoir été confronté à toutes ces difficultés. C'est ce qu'on appelle l'effet d'habitude, même si ces difficultés persistent ensuite. Donc, par exemple, le sentiment de honte du quartier de l'origine persiste, même s'il est de moindre intensité tout au long de leur carrière. Il y a un syndrome de l'imposteur qui est ressenti, notamment lorsqu'ils essaient de casser certains plafonds existants, les plafonds de verre, lorsqu'ils ont plus d'ambition. Ce sont c'est un sentiment qui se caractérise par des difficultés en termes d'écart culturel avec d'autres personnes et la persistance de certains stigmates en termes de discrimination croisée. C'est ce que je vais expliquer dans le deuxième constat. Là, il y a quelques verbatims, peut-être que Karima veut vous en lire un ou deux, parce que le but des études qualitatives, c'est quand même de restituer la parole des personnes qu'on a interrogées et pas uniquement de m'entendre. Merci Kader. Oui, alors je vais en sélectionner un. Je vais prendre le premier.
C'est celui de Aria, 26 ans, qui a un bac+5 et qui est en recherche d'emploi en région PACA. On se pose la question quand on ne trouve pas, pourquoi les camarades de promotion trouvent un emploi directement et pas nous? C'est là qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas la bonne adresse pour postuler à tel poste ou à tel endroit. En plus, l'étiquette banlieusarde à l'époque était très forte. Voilà. Merci Karima, notre temps est réduit, donc on va pas laisser la parole aux 48 personnes qu'on a interrogées. Mais ce qui était important et c'est de dire, c'est qu'au-delà de l'accès qui est entravé aux formations supérieures et à l'insertion professionnelle, les personnes qu'on a interrogées nous font part en fait de difficultés multiples sur lesquelles je vais m'étendre, qui expliquent en fait le fait que leurs chances soient réduites en termes de formation et d'accès à l'emploi cadre. L'élément principal qui est ressorti, c'est une stigmatisation qui est ressentie par ces personnes-là lorsqu'elles essaient d'avoir accès à des filières sélectives, lorsqu'elles essaient d'avoir accès à l'emploi cadre et à certains postes prestigieux. Donc, différentes formes de discrimination et un effet quartier. Alors, on a mis des guillemets à effet quartier parce que c'est quelque chose qui est très dur à, à quantifier et à vraiment extraire d'autres discriminations et d'autres éléments. Donc, on parle d'effet quartier, mais en fait, ça regroupe un ensemble hétérogène d'éléments, dont la discrimination avec une forte composante ethno-raciale. C'est un mot compliqué pour dire que ce sont des personnes racisées, on peut le dire encore plus concrètement, noirs, arabes ou asiatiques, etc. Donc, qui subissent une discrimination qui est liée à l'origine réelle ou supposée, leur origine réelle ou supposée, au-delà donc du quartier, leur couleur de peau lorsque c'est visible, ou leur religion supposée, et tout ça pour parler d'intersectionnalité, pour dire que voilà, ces jeunes-là se retrouvent face à des interlocuteurs qui, a priori, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas, sont plus dans une, c'est très délicat de le dire comme ça, mais sont plus susceptibles d'avoir une attitude de discrimination, parfois volontaire, parfois involontaire, en tout cas indirecte, en raison de ces facteurs-là qui se mélangent, en fait, voilà, une femme noire et voilée, donc, et ainsi subir une discrimination croisée avec ces trois éléments que vous avez à l'écran. Mais au-delà de cette discrimination ethno-raciale, il y a une perception plus négative qui est exprimée lorsque ils sont identifiés comme venant des quartiers. C'est un ensemble d'éléments liés à l'environnement. On leur parle de l'insécurité, de déplacement. Est-ce que vous allez être capable de pouvoir venir au stage, à l'alternance, au travail tous les jours en venant de votre zone de banlieue? On leur parle de la culture du quartier en leur évoquant des soucis éventuels de stupéfiants, en leur parlant de leur maîtrise de la langue qui pourrait être évidente lorsqu'ils se retrouvent en entretien, mais qui est pas forcément estimée comme acquise. Il y en a à qui on a fait passer des tests de langue, par exemple. On leur pose des questions par rapport aux valeurs, aux références, ou en tout cas, on essaie de l'évaluer indirectement par certaines questions. C'est le ressenti qu'ont ces personnes-là, au-delà même des difficultés périphériques en termes de conditions matérielles et d'argent, pour le dire concrètement. Donc, une stigmatisation qui est liée à discrimination et au quartier, mais aussi, et Karima l'a évoqué tout à l'heure, un déficit de réseau et une moindre maîtrise des codes qui leur est parfois reproché ou qu'ils ressentent parfois eux-mêmes en fait lorsqu'ils sont en entretien ou lors de leur premier pas, lors du stage, de l'alternance ou de l'emploi cadre. Alors comment est-ce qu'ils l'expliquent? Parce que parfois ils ont une absence de modèle à imiter et à solliciter qui est préjudiciable. Autour d'eux, ils n'ont parfois pas de personnes qui ont fait des études supérieures ou en tout cas jusqu'au bac+5 ou bac+8, par exemple, parce qu'ils n'ont pas forcément de personnes qui ont un emploi cadre. Et donc, il en découle une moins bonne compréhension du marché de l'emploi, comment il marche, de la visibilité, de l'attente des employeurs, de l'existence du marché caché, de l'utilisation des réseaux pour pouvoir avoir accès à certains postes, etc. Il y a aussi la conséquence d'une maîtrise variable de certains codes en termes de langage écrit, oral, tenue vestimentaire, attitude. J'ai évoqué les filières sélectives, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc. Il y a tout un savoir-être qui est construit durant ce parcours-là et durant les stages et la tendance qui suit, qui construit en fait une communauté de langage et
et d'attitude entre le recruteur qu'on a en face, ou le manager, et la personne qui postule. Donc voilà, des préjugés sur le potentiel scolaire et professionnel des jeunes diplômés issus des QPV peut surgir uniquement du fait de de pas bénéficier de ces codes et de ces réseaux en entretien ou lors de la suite du parcours. Et forcément, il y a un complexe d'infériorité qui est intériorisé lorsque cela est ressenti par ces jeunes diplômés-là, qui ont l'impression de ne pas faire partie du bon moule, du bon monde pour pouvoir avoir accès à ce à quoi ils ont potentiellement droit. Et dernier point par rapport à tout ça, parce que c'est un tout petit peu négatif ce qui est exprimé là, c'est malgré tout, en fait, voilà, il y a un attachement qui est fort au quartier, qui a été euh, révélé par les personnes qui ont participé à ces études-là. Ils essaient quand même d'essayer d'éviter une attitude de victimisation, parfois en se comparant à des zones qui sont pires, parfois en mettant en avant des éléments positifs liés au quartier. Ils n'ont pas forcément été malheureux, ils sont très contents d'avoir bénéficié d'un environnement multiculturel. Ils mettent aussi en avant un vivier de talent et de créativité. J'ai évoqué tout à l'heure l'absence de modèles cadres autour d'eux, mais il en existe quelques-uns qui sont très valorisés par la force de caractère parce qu'ils s'en sont sortis, qu'ils ont créé leur entreprise, etc., etc. Et la preuve, c'est que certains restent au quartier ou en relation avec l'environnement du quartier après qu'ils aient effectué leur stage, leur alternance et qu'ils soient rentrés dans le moule cadre. Et je vous laisse la parole à Karima pour personnaliser Euh, une des personnes qu'on a interrogées. Très bien. Alors cette fois-ci, je vais choisir de prendre la voix de Noémie, qui a 30 ans, qui a un bac+5 et qui est cadre. Elle nous dit: «Je voulais devenir consultante, mais là encore, je me suis rendu compte que c'était un monde de requins. À chaque fois, je n'étais pas préparée et surtout, je n'avais clairement pas les pistons que d'autres avaient». Voilà. Alors, pour essayer de respecter le temps qui m'est imparti, je vais être obligé de poursuivre. Et c'est de toutes les façons, la dernière partie de l'étude, c'est la nécessité, en fait, pour essayer de résumer, pour ces jeunes diplômés issus des quartiers, d'en faire plus, en fait, un engagement supérieur et d'essayer d'appliquer certaines stratégies qui ne sont pas utilisées par les jeunes hors QPV pour essayer de dépasser les entraves et avoir accès à l'emploi cadre. La nécessité d'en faire plus, c'est la détermination qui est nécessaire pour tous les jeunes, évidemment, mais encore plus pour ces jeunes diplômés-là, une attitude plus proactive et un peu plus de flexibilité. Pour le dire concrètement, il faut dépasser juste la candidature par Internet. Ils nous ont dit qu'ils ont été obligés de participer à de nombreuses formations, de nombreux ateliers. Au-delà des candidatures spontanées, ils en réalisent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres profils. Ils sont dans des stratégies de, quasiment de harcèlement des entreprises. Ils se présentent physiquement parfois. Enfin, voilà, en faire plus pour essayer de se faire repérer. La flexibilité, c'est très important. Je vous en ai parlé en début de présentation. Ils doivent parfois faire des sacrifices sur les postes, les secteurs, les zones géographiques, parfois envisager l'international où ils sont, où l'affiche quartier est moins visible, faire des sacrifices sur leurs prétentions salariales, le niveau hiérarchique, les missions, avec l'idée qu'il faut passer cet obstacle du premier emploi cadre, parce qu'après, on pourra rentrer dans une carrière peut-être un peu plus classique. Il y a aussi la nécessité de mobiliser toutes les ressources qui sont à leur disposition pour maximiser leurs chances, ce qu'ils ne font pas systématiquement. Il y a une faible propension à être accompagné chez les personnes issues de ces quartiers-là, parce qu'il y a une méconnaissance, une méfiance envers les acteurs dans les missions locales, l'APEC, France Travail, etc. Parfois parce qu'ils ont eu des expériences négatives ou qui sont peu adaptées, mais en tout cas, il y a des ressources existantes qui ne sont pas assez mobilisées, alors qu'il y a des apports concrets qui sont signalés par les personnes qu'on a interrogées qui ont eu recours, surtout lorsque c'est fait dès l'accès à la scolarité et aux formations supérieures. Donc, il y a un impact sur les pratiques, les postures, un impact psychologique qu'il ne faut surtout pas négliger sur la motivation, la réassurance et sur la possibilité de bénéficier d'un suivi individualisé et de services qui sont utiles pour eux.
Et pour terminer, donc, au-delà de cette détermination, de cette proactivité, cette flexibilité et le fait de mobiliser des ressources, il y a des stratégies spécifiques qui nous ont été révélées, signalées, qu'on a recensées par les personnes qui sont issues des QPV, qui sont maintenant cadres, managers ou pas. Je les ai regroupées comme ça en 4 blocs pour aller vite. Il faut essayer de déjouer les stéréotypes et la stigmatisation liée au quartier. Parfois, malheureusement, ça veut juste dire quitter le quartier, mais ça peut être le fait de modeler son CV, sa lettre de motivation ou son entretien en essayant de gommer ce qu'on appelait des stigmates, c'est un mot un peu fort de quartier, c'est-à-dire travailler sur son langage, sa tenue, les codes, le CV anonyme par exemple, travailler sur l'adresse, etc. C'est développer son réseau vers les activités extrascolaires ou extra-professionnelles pour élargir ses perspectives professionnelles et une fois de plus, acquérir une meilleure maîtrise des codes culturels du jeu de réseau, qui est très important dans le milieu cadre. Encore plus important peut-être, c'est avoir une immersion professionnelle tout au long du parcours scolaire. Plus tôt ils commencent, ces jeunes-là, à avoir des stages, des alternances, etc., plus ils s'inscrivent en fait dans un moule avec plus d'expérience, plus de réseau, une meilleure appréhension des codes, une plus grande sécurité financière qui leur permet d'envisager une poursuite d'études plus longues vers des filières qui, on ne l'a peut-être pas dit jusque-là, coûtent beaucoup d'argent. Et enfin, dernier point, profiter d'un accompagnement personnalisé, précoce. Le mentorat est très valorisé en termes d'accompagnement au-delà des différentes structures parce qu'il y a une fonction aspiration, motivation, légitimation, le fait de pouvoir se projeter par rapport au mentor qui vous suit et bénéficier de son réseau et de sa maîtrise des codes du milieu dans lequel il évolue et une transmission directe ou indirecte de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, de bonnes pratiques qui permettent de se mouler dans ce qui est attendu d'un cadre qui soit issu de QPV ou pas. Et enfin, je laisse une dernière fois la parole à Karima pour une citation. Pardon, je n'avais pas réactivé mon micro. Alors, on va reprendre, on va prendre la voix d'un acteur de l'accompagnement qui nous dit: «J'essaye de leur dire d'avoir du réseau. À travers le sport, la culture, l'humanitaire, ça augmente la taille du réseau. Par exemple, il y avait une jeune avec un bac+3 en économie. Elle voulait changer de métier. Elle a fait un service civique chez moi et a rencontré des partenaires dans le social. Puis elle est partie être éducatrice spécialisée. L'avis d'une seule personne, ça ne suffit pas. Ils ne font pas assez de rencontres. On a peut-être le temps, je vais prendre aussi la voix aussi de Jonathan, 27 ans avec un bac+5 et qui est cadre. J'ai souhaité m'orienter vers un diplôme uniquement en alternance pour être sûre de commencer à travailler. Une fois que j'ai passé cette porte, ça m'a débloqué toutes les autres. Je suis entrée dans un grand groupe dans lequel j'ai pu évoluer. Le grand levier principal pour moi, c'est vraiment l'alternance dans le secondaire.» Voilà, merci Karima et merci à tous de votre attention. Le temps étant limité, je ne vais pas faire de réel récapitulatif. Je vais surtout vous orienter vers la publication qui est bien plus riche et bien plus dense, qui est disponible sur le site apeccorporate.fr et qui reprend les différents enseignements de cette étude sur les entraves à l'accès aux formations supérieures, à l'emploi cadre des jeunes issus des QPV. Merci beaucoup Kader. On a pris bien évidemment le soin en tout cas de partager le lien vers le TUD dans le chat. Merci beaucoup Kader. En tout cas, la présentation de ton étude a déjà suscité plein de questions dans le chat. On va prendre quelques minutes peut-être pour répondre. Je ne sais pas Ingrid, si tu souhaites en poser quelques-unes. On a Oui. quelques minutes. Oui, oui, il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir tout traiter, d'autant plus qu'il y a parfois des demandes très spécifiques, très locales. Peut-être revenir sur quelques premières questions sur votre étude, notamment lorsque vous avez évoqué le manque d'informations notamment au moment de l'orientation, donc manque d'orientation, enfin manque d'informations sur le supérieur. Est-ce que c'est spécifique aux jeunes issus des quartiers prioritaires? Et il y a aussi une deuxième question aussi en Oui. lien, notamment sur la question du genre.
Merci pour ces questions. Pour répondre à la première sur l'orientation, évidemment que ce sont des difficultés qui peuvent être ressenties, vécues par d'autres jeunes, mais elles sont beaucoup, beaucoup plus marquées pour les personnes qui sont issues des QPV. Je reviens à cette idée de cercle vicieux. Le manque d'orientation, c'est aussi couplé au type d'établissement dans lesquels ils sont. J'ai été le pauvre sur certains établissements qui manquent de moyens ou dans lesquels les conditions ne sont pas forcément favorables. Donc le cercle vicieux intègre aussi le phénomène d'autocensure qui fait que ces jeunes-là ne vont même pas vers l'information quand elle est disponible parfois. Voilà, donc c'est encore plus marqué, pour être très bref, ces difficultés d'orientation ou d'accès à l'information en termes d'orientation chez ces jeunes diplômés issus des quartiers. Et c'est encore plus vrai pour les filières sélectives, parce que même s'il y a une ouverture de Sciences Po, par exemple, vers certains quartiers, etc., ils ne se rendent pas si souvent dans ce type d'établissement alors qu'ils visitent toutes les classes prépa et tous les lycées prestigieux, voilà, pour le dire rapidement et trivialement. Et en ce qui concerne le genre, je ne me suis pas étendu dessus, mais clairement, il y a quand même une question sur, si on parle bien de ça, sur les femmes ou les jeunes femmes issues des quartiers, notamment lorsqu'on parlait de discrimination croisée. Il faut savoir, j'ai plus les chiffres en tête, mais que les jeunes hommes sont plus victimes de ces discriminations-là, d'après les méthodes de testing, notamment sur l'embauche des cadres, mais il y a quand même une problématique chez les jeunes femmes, notamment en ce qui concerne le voile. Voilà, je n'ai pas forcément le temps de développer plus que ça, mais c'est pour dire qu'il y a il y a une question liée au genre pour ces jeunes issus des QPV. J'espère que j'ai bien répondu aux deux questions. Merci beaucoup. Il y a une question, laquelle, enfin, on va pas revenir dessus parce que je pense qu'il y aura des éléments de réponse par la suite, notamment de Charlotte Le Cerf, notamment Mais sur le j'espère que manque j'ai de, pas trop divulgaché les éléments de l'étude de Charlotte. notamment s'agissant du potentiel manque de confiance des entreprises. Donc voilà, je la mets sur le côté pour tout à l'heure. Par contre, est-ce que il y avait une question sur la manière dont les participants de l'étude ont été identifiés? C'est assez simple et compliqué à la fois. C'est que, je l'ai dit un tout petit peu en début en début de présentation, c'est très dur de s'en tenir uniquement au fait de dire vous êtes issu d'un quartier. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous êtes né dans le quartier? Est-ce que c'est parce que vous vivez encore dans le quartier? Mais si vous vivez dans le quartier, mais que vous avez fait j'en sais rien, votre lycée dans le centre de Paris en vivant chez un oncle, etc. Enfin, ce qui nous a semblé le plus important, c'est de se dire, ce qui compte, c'est que votre trajectoire soit marquée par le fait d'être passé par le quartier. Et d'être passé par le quartier, c'est pas seulement habiter, c'est même surtout le fait d'avoir fait votre collège, votre lycée, que donc votre orientation et la conduite des études supérieures soient marquées par ce passage-là. Et après, c'est juste des stratégies de recrutement habituelles pour trouver ces personnes-là en leur posant un ensemble de questions pour s'assurer que soit ils sont nés dans le quartier, soit ils y ont vécu, en vérifiant les établissements qu'ils ont fréquentés au collège, au lycée et l'emploi qu'ils occupent actuellement. Je ne sais pas si c'est Merci, clair. merci beaucoup. Est-ce que Karima, j'ai encore un peu de temps? Oui, c'est juste qu'en fait, il y a des questions qui vont bien au-delà de la présentation de Kader, mais s'il y en a encore une, vas-y Ingrid. C'est peut-être si vous avez de votre place, voilà, de votre mission, une analyse comparative. Il y a quelques questions qui se regroupent sur la question des approches territoriales. Vous parlez donc des jeunes issus des QPV. Est-ce que vous avez des études ou des constats s'agissant, par exemple, des jeunes issus du milieu rural, bien qu'on puisse être en QPV aussi en milieu rural, mais voilà. Est-ce que vous avez aussi peut-être d'autres études comparatives sur des Oui, approches bien, territoriales? Oui, bien sûr. Juste pour revenir sur ma présentation, forcément,
elle était un peu compacte et générale. Il y a un peu plus de nuances dans la publication, mais surtout, on renvoie, parce que c'est complémentaire, aux autres études existantes, notamment une étude de l'ONPV et une étude que je mettrai peut-être en lien avec l'aide de Karima, une autre étude génération du CEREC et d'autres études qui ne me reviennent pas comme ça, je suis désolé, je n'ai pas la publication entière sous les yeux, mais qui ouvre le champ des personnes issues des QPV parce qu'effectivement, tout ce que j'ai dit auparavant s'applique globalement à eux, mais il y avait quelques nuances entre le fait de venir d'un QPV en plein centre-ville, comme une partie du 14e à Paris, dans une zone rurale ou dans une zone identifiée comme une banlieue. Par exemple, tout ce qui était en termes de quartier, sécurité, langage, etc. Je ne dis pas que ça ne s'appliquait pas aux jeunes diplômés issus des QPV de zones rurales, mais c'était moins vrai que, par exemple, des problématiques de déplacement, d'accès à des zones d'emploi. Pour montrer un exemple de nuance. Tout ce qui était imaginaire en termes de sécurité, je vais parler de stupéfiants parce que clairement c'était évoqué, etc. C'était plus appliqué dans une QPV type banlieue, dans l'imaginaire en tout cas des recruteurs, que dans un QPV rural. Ou par exemple, il y avait plus de projections en termes de manque de services publics, par exemple. Je ne sais pas si ma réponse satisfait à la personne qui a posé la question. On verra dans le chat. Merci Ingrid d'avoir pris le temps de remonter les questions. On est désolé pour les personnes à qui on n'a pas pu répondre sur ce temps d'échange. Vous pouvez peut-être poser vos questions, peut-être que Kader pourra vous répondre directement dans le chat, si c'est des questions en tout cas sur Mais je pense globalement, carrément, on a fait le tour. C'est juste qu'après, il y avait beaucoup de remarques sur la capacité pour les familles à bien connaître l'environnement de l'orientation scolaire ou des éléments de partage, soit sur des études, soit sur, par exemple, les dispositifs de mentorat, tutorat, comme par exemple les cordées de la réussite. Voilà, donc il y a eu un mélange de questions et de ressources et de remarques diffusées, mais je pense on a globalement fait le tour. Merci. Merci beaucoup, Kader. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette première partie, donc avec l'étude de Charlotte Le Cerf sur l'inemployabilité des jeunes invisibles. Elle nous propose une analyse des représentations des professionnels à travers un dispositif d'emploi. Donc Charlotte, ça va être à vous. Voilà, je vois que votre support est prêt. Donc pour pouvoir démarrer, comme pour Kader, je vais vous poser la question de est-ce que vous pouvez nous préciser le cadre général de cette recherche? Quels sont les enjeux ou les problématiques spécifiques liées à l'insertion des jeunes invisibles qui ont guidé vos travaux? Merci beaucoup Karima. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Charlotte Le Cerf, moi je suis doctorante à l'Université d'Artois et je voulais d'ores et déjà vous remercier pour votre accueil lors de ce webinaire Jeunes des quartiers avec l'emploi, comment nos représentations influencent leur avenir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une étude que j'ai réalisée avec mes deux directeurs de thèse qui sont sociologues et donc qui s'intitule L'inemployabilité des jeunes invisibles. Analyse des représentations des professionnels au travers d'un dispositif d'emploi. Et donc pour compléter la présentation de Kader, moi je vais plutôt m'intéresser à la manière dont sont perçus et accompagnés les jeunes issus des QPV, mais qui sont des jeunes plutôt peu, voire pas du tout diplômés. Voilà. Alors, Pardon Charlotte, j'avais coupé mon micro et je parlais dans le vide. Désolée. Pareil, parce que je vois qu'il y a quand même aussi des questions sur les méthodologies retenues pour vos études. Donc, quelle démarche méthodologique vous avez adoptée pour analyser les représentations et pratiques des professionnels et quelles difficultés avez-vous pu rencontrer dans cette approche?
Alors avant de répondre à la question sur la méthodologie, je vais tout d'abord évoquer, voilà quelques éléments. Je pense que déjà tout comme moi, au moins dans les médias ou dans la vie quotidienne, vous avez sûrement entendu, une de ces phrases: «Les jeunes ne veulent, pas travailler» ou encore «Les jeunes ne voudraient plus travailler autant que leurs aînés». Et ce qui est intéressant, c'est que ces croyances, ces représentations sont loin d'être actuelles puisque, par exemple, Jean Rousselet, donc un auteur qui avait, publié un livre qui est quand même paru en 1974, expliquait déjà que la jeunesse n'y croyait plus. En parallèle, on a également des statistiques, récentes, donc au sujet du parcours des jeunes, par rapport aux défenseurs des droits, donc qui ont été publiées en 2021. Et ce qu'on voit, c'est que, donc 1 jeune sur 3, premièrement, rapporte avoir vécu une situation de discrimination selon le sexe, l'âge et l'apparence physique pour les plus cités. On a aussi près de 46 d'entre eux qui ont déjà été incités à modifier leur apparence ou à adopter un certain comportement, et ces éléments ont des répercussions, sur le parcours professionnel, émotionnel, et psychologique. Ce qu'on sait également en parallèle, c'est que, donc depuis les années 1980, on a de nombreux organismes qui ont été créés pour aider les jeunes dans leur recherche d'emploi. La mission locale, le Pôle emploi, donc aujourd'hui France Travail. On a également, l'APEC, et donc on a tout autant aussi de dispositifs qui ont été créés, pour aider les jeunes, donc notamment, le contrat d'engagement jeune, anciennement la garantie jeune, les écoles de la seconde chance, l'EPID et cetera. Et donc j'étudie justement donc l'un d'entre eux, donc c'est le dispositif D. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant, de s'intéresser plus précisément à ce dispositif? Donc il y a plusieurs, raisons. Premièrement, ce dispositif D, il est présent, en Hauts-de-France, donc dans 7 quartiers prioritaires de la ville, et il est, donc défini premièrement par, les personnes qui l'ont, conçu comme étant plus efficace pour repérer les jeunes dits invisibles, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas, détectés, qui ne sont pas accompagnés, pas suivis par les acteurs, traditionnels de l'insertion professionnelle et de l'orientation. Et deuxièmement, il est aussi défini par ses concepteurs comme étant plus innovant pour faire accéder à l'emploi en étant plus proche du terrain, avec une prise en charge personnalisée qui s'articule autour de la recherche d'emploi, des immersions d'entreprise, une prise en charge sociale et une série d'outils mobilisant des activités physiques et esthétiques. Et donc, en tenant, compte de ces premières données, nous avons étudié, les représentations et les pratiques des professionnels du dispositif en lien avec les jeunes sur les jeunes, puisqu'ils fabriquent eux aussi les trajectoires des jeunes en invitant les jeunes à participer à tel ou tel atelier, en les conseillant ou en leur proposant, telle ou telle offre d'emploi. Et donc plus précisément, les principales questions qui, guidaient, notre projet de recherche étaient les suivantes: quels jeunes sont définis comme plus ou moins employables par les professionnels en fonction de leur propre représentation? Et aussi donc comment ces représentations peuvent, aboutir à des éventuelles discriminations et auprès de quel groupe de jeunes? Donc pour répondre justement, à votre question au niveau de la méthodologie, donc j'ai été, pendant, 3 ans doctorante sous contrat CIFRE, c'est-à-dire en même temps salariée et doctorante pour étudier ce dispositif d'aide à la recherche d'emploi. Donc j'ai d'abord interviewé 18 professionnels, donc entretien, d'1 heure et demie à 2 heures et demie, donc des professionnels qui sont chargés de repérer les jeunes et aussi de les accompagner. Donc j'ai pu récolter pardon, des éléments au sujet de leur trajectoire, questionner leur représentation sur les jeunes au sein du dispositif D, leurs pratiques de repérage et d'accompagnement. Ça faisait vraiment 6 mois qu'ils étaient recrutés, donc leur, intégration au sein du dispositif était encore, fraîche dans leur tête. Donc là, les difficultés auxquelles j'aurais pu me heurter, c'est que, ces entretiens se sont déroulés pendant la période de Covid-19, donc pendant une des périodes de confinement, mais j'ai pu quand même les mener, par téléphone, et c'était pas, gênant, puisque je les connaissais déjà depuis plusieurs semaines. On avait déjà pu, faire connaissance, ce qui permettait une certaine confiance. Pour évoquer, et s'interroger plus précisément aux différences ou aux similitudes entre le dire et le faire, j'ai aussi participé à une série, enfin j'ai fait une série d'observations directes. Donc j'ai pu, assister aux entretiens en face à face entre les conseillers en insertion et les jeunes, et j'ai également pu participer, moi-même au même titre que les jeunes. Hem,
aux différents ateliers auxquels sont invités à participer les jeunes, donc ateliers coaching en images, ateliers yoga, ateliers musculation, etc., pour pouvoir comparer ces pratiques concrètes avec le travail prescrit par les concepteurs. Donc là, les difficultés auxquelles j'aurais pu être confrontée, c'était en termes d'accès au terrain, puisque ce sont des entretiens, voilà, de 1 heure à 3 heures, donc j'ai dû me libérer, sachant qu'il y avait plusieurs antennes, etc., des lieux géographiques différents, donc ça, il y avait pas forcément de problème. Et j'ai dû aussi réduire aussi la distance sociale entre les jeunes et moi. Donc pour cela, j'allais régulièrement sur le terrain, je rendais des services aux différents conseillers en insertion, et j'ai choisi aussi de me présenter plutôt en tant qu'étudiante et pas doctorante pour que ça leur parle plus, pour qu'ils puissent voilà, percevoir que je puisse comprendre et apprendre comment le dispositif fonctionne justement. Voilà pour la méthodologie. Merci Charlotte. Euh, justement, enfin, en tout cas, cette étude interrogeait les représentations. Alors, quel type de représentation les professionnels de l'insertion ont-ils des jeunes issus de milieux défavorisés? En quoi ces représentations influencent-elles concrètement leur pratique d'accompagnement? Alors, pour répondre aux différentes questions, donc effectivement, l'étude révèle plusieurs choses, donc je vais aborder 3 points différents. Donc pour le premier point que je vais aborder, c'est qu'on a une représentation du jeune de milieu défavorisé comme responsable de son exclusion qui est encore fortement présente au sein des professionnels qui les accompagnent pour au moins la moitié. Et donc on a une majorité des professionnels qui présentent des stéréotypes négatifs à l'égard des jeunes issus des classes défavorisées. Et à l'inverse, les professionnels vont valoriser les jeunes qui sont plutôt issus des classes moyennes et supérieures. C'est-à-dire que les discours recueillis montrent une valorisation des jeunes issus des classes moyennes et supérieures. Ils vont par exemple valoriser les jeunes qui sont diplômés, qui possèdent un diplôme, qui possèdent un soutien moral et financier par rapport aux parents, les jeunes qui font aussi allégeance à l'égard des employeurs, des intermédiaires de l'emploi, c'est-à-dire qui vont dans le sens de ce qui est demandé. Ils vont également valoriser les jeunes qui ont une certaine aisance à l'oral, ainsi que qui possèdent une apparence physique, on va dire, plus contrôlée. Et donc pour illustrer ces différents éléments, j'ai choisi de vous reprendre un verbatim assez court que j'avais pu voir et saisir sur le vif lors de mes observations sur le terrain. Voilà une coach en insertion qui explique à propos de Julien, un jeune de 28 ans. Voilà, Julien, il présente plutôt pas mal, il s'exprime bien, il est trop bien au collectif, lui, il se saisit bien des actions. Et donc, il se trouve que Julien, voilà, est issu plutôt d'un milieu favorisé. Et donc, effectivement, quand on privilégie quand on privilégie ces caractères-là, donc ces dimensions-là, en fait, ça revient vraiment à privilégier les jeunes issus de classe moyenne et supérieure, puisque d'autres chercheurs ont montré que la conscience d'avoir un rôle à jouer dans la situation, la facilité à se projeter, la mobilité, l'aisance orale sont plutôt une qualification sociale davantage répandue chez ces catégories de jeunes. Alors, au-delà des groupes de jeunes plutôt issus des classes moyennes et supérieures, on va avoir d'autres groupes qui étaient valorisés, donc aussi bien pendant les entretiens, mais aussi durant les observations de terrain. Par exemple, les jeunes avec un statut de réfugiés, donc qui sont accompagnés, donc là en l'occurrence, qui sont plutôt originaires du Soudan ou de l'Afghanistan. Le fait d'avoir quitté son pays, de ne pas maîtriser la langue française, c'est pris en compte par les professionnels, et les professionnels développent aussi une attitude favorable envers ces jeunes. Et ces jeunes sont aussi valorisés, donc il ne faut pas perdre de vue, parce qu'ils sont aussi perçus comme les professionnels comme étant plus facilement transformables en emploi. Et donc on a une part de ces jeunes qui, malgré leurs études aussi qu'ils ont pu obtenir dans leur pays d'origine, sont redirigés vers des postes qui sont inférieurs en termes de diplôme par rapport à leurs compétences justement. Donc voilà, pareil, pour reprendre un verbatim, d'un des conseillers en insertion qui disait, voilà, ces jeunes-là, c'est des bosseurs, ils en veulent, c'est plutôt eux qui vont te mettre la pression, justement. Et donc, à l'inverse, les professionnels développent des stéréotypes négatifs concernant les jeunes issus des classes populaires. C'est-à-dire que même si certains des professionnels sont conscients de la part de l'environnement familial dans la construction du rapport au travail,
le mauvais jeune, entre guillemets, il est avant tout décrit comme manquant de motivation et oisif. C'est-à-dire que même si le jeune refuse une offre d'emploi, ça va être sanctionné symboliquement. Le coach y voit un comportement attentiste et consommateur du dispositif proposé. Pour certains professionnels, les jeunes préféreraient rester sans emploi et attendre plutôt le versement d'aide sociale. Voilà, quand j'ai posé la question en entretien, lorsque les professionnels abordent spontanément la catégorie des jeunes, ils vont me dire, par exemple, certains vont me dire: «Les jeunes préféreraient rester chez eux plutôt que de travailler». Et on a également là pareil, donc d'autres éléments qui se cumulent et on a certains groupes de jeunes qui font particulièrement l'objet de représentations négatives. Donc ça, c'est plutôt des éléments que j'ai pu saisir sur le vif en participant aux ateliers, et cetera. Mais les jeunes, par exemple, roumains, font particulièrement l'objet de représentations encore plus négatives vis-à-vis des professionnels. Donc là, c'était plutôt pour s'intéresser aux représentations sur les jeunes en fonction des différents groupes de jeunes. Et donc maintenant, je vais vous présenter un autre résultat où là, je vais plutôt mettre en avant donc comment ces jeunes sont accompagnés, quelles normes est-ce qu'on tente de, leur transmettre. Et donc ce que nous montrons dans cette étude, c'est que les professionnels, ont la volonté de transformer et de conformer l'apparence physique des jeunes, donc aussi bien au niveau, vestimentaire, les attitudes et postures corporelles. On a en fait une volonté plus globalement de transformer le jeune, que ce soit en termes de techniques de communication écrite, savoir rédiger un CV, savoir rédiger une lettre de motivation, savoir performer lors de l'oral de l'entretien d'embauche, mais sans pour autant questionner les facteurs contextuels comme les conditions d'emploi, de travail ou même les discriminations. C'est-à-dire que les professionnels, travaillent, avec les jeunes dans un contexte qu'on appelle institution familière au sens de Yasmine Ciblot, où on va avoir, l'établissement de liens sociaux, un accueil, convivial, des rencontres quotidiennes, une certaine proximité, un tutoiement, le partage d'activités et donc le fait de fonctionner comme une institution familière avec de la proximité, ça va autoriser plus facilement, ça permet de faire passer des contenus visant la transformation de l'apparence physique des jeunes aussi bien au niveau des attributs, donc des vêtements, accessoires, mais aussi des attitudes corporelles, donc sur le corps en mouvement, pour répondre aux attentes que les professionnels supposent chez les employeurs. Par exemple, au sein des ateliers socio-esthétiques, donc les conseillers en insertion, les coachs en images vont parler par exemple de la place de la première impression chez les recruteurs qui est selon eux vraiment capitale. Donc pour reprendre ce que je viens de dire en termes d'éléments et pour être plus, pouvoir plus illustrer à l'aide d'un verbatim. Donc je vais reprendre les mots, d'un coach en images justement qui était venu, pour faire un atelier, colorimétrie, et donc qui s'adresse à toute la salle, donc composée, de jeunes, majoritairement, mais aussi de moins jeunes. Donc qui explique, voilà, aux jeunes: «Psychologiquement, il faut vous mettre en tête. Bah, je vais à un entretien, donc il faut que je sois bien présentable. Tout ce qui est claquettes chaussettes, on évite, par exemple. Les tongs, on évite. Short, on évite. Décolleté, on évite. Ce genre de choses. Vous voyez, vous avez soit un petit pantalon de chino avec une petite chemise, un pull au-dessus, la façon de se vêtir. On est droit, on n'est pas avachi. Donc, en effet, la posture, tout ce qui est apparence, ça compte. Pareil, les ongles sales, les cheveux sales, ce genre de choses. Ne pas mettre de déodorant, l'hygiène, c'est hyper important. Donc là, rien qu'avec ce verbatim, on voit vraiment tout ce qui est visé en termes de transformation par rapport à l'apparence physique des jeunes. Et donc, le fait d'avoir ce type de discours, ça revient quand même à légitimer la place du corps dans le processus de recrutement. Et donc, par conséquent, ça légitime d'éventuelles pratiques discriminatoires. Le dernier résultat sur lequel je vais revenir, c'est que au-delà de la formation des agents socialisateurs avant d'entrer dans le dispositif, le fait d'être sensibilisé au monde de l'entreprise, au monde du recrutement, on a aussi le cadre du dispositif qui va peser justement sur les pratiques discriminatoires, puisqu'on va avoir en fait la pression d'objectifs chiffrés qui favorise la mobilisation de stéréotypes et écarte les jeunes invisibles qui en auraient le plus besoin. C'est-à-dire que les professionnels travaillent dans un contexte particulier, qui est un contexte d'urgence. Ils doivent intégrer 1000 personnes en 3 ans et lorsque j'ai participé aux sessions, de formation, donc des professionnels,
qui sont les conseillers d'insertion, en fait, ces professionnels sont fortement sensibilisés au fait de devoir intégrer rapidement des jeunes dans les 6 mois qui suivent l'obtention du financement. Et ces jeunes, en plus de ça, doivent en plus accéder à l'emploi. Donc, on a à la fois des objectifs d'entrée, mais également de sortie. Et donc, ces éléments visent aussi à intégrer des jeunes qui sont déjà autonomes, qui seraient plus facilement transformables en emploi, etc. On a aussi d'autres éléments à apporter par rapport à cette socialisation organisationnelle des professionnels. Donc ces professionnels sont recrutés aussi dans l'urgence, ils sont finalement peu formés pour repérer et faire accéder les jeunes à l'emploi. Les agences sont avant tout formées sur des méthodes d'accompagnement des jeunes qu'ils connaissent déjà, comme faire un CV, s'entraîner à un entretien, mais ils n'ont pas de formation sur comment entrer en contact avec une entreprise, comment est-ce qu'on peut infléchir les critères de recrutement, ni de formation sur la discrimination en tant que telle. Et donc, on parle vraiment de socialisation enveloppante, dirigée beaucoup plus vers la transformation des jeunes que la transformation des pratiques et des représentations des recruteurs. Et donc, ces conditions de travail sont propices aux discriminations. Toutes ces représentations que nous avons renseignées laissent envisager que les pratiques d'accompagnement à la recherche d'emploi produisent ou participent d'une production des inégalités, puisque les professionnels, dès lors qu'ils vont être face ou prendre en charge des mauvais jeunes, entre guillemets, selon leur propre définition et représentation, ils risquent de moins s'engager dans la prise en charge du jeune. Et on observe par ailleurs que la plupart du temps, ces jeunes qui auraient voilà, plus besoin d'un CDI, etc., obtiennent aussi des contrats plus précaires que les autres. Merci Charlotte pour le partage de vos conclusions et de ces résultats. Et votre étude, elle comporte aussi une partie sur des préconisations. Donc, quelles sont les actions concrètes que vous recommanderiez pour réduire justement ces discriminations à différentes échelles? Par exemple, comment agir au niveau de la conception des dispositifs d'emploi, de la formation des professionnels ou encore dans l'accompagnement individuel des jeunes en recherche d'emploi? Alors tout à fait par rapport aux quelques préconisations que nous avons pu mettre à la fin de notre rapport. Donc tout d'abord, concernant la conception du dispositif, c'est vrai que le travail des intermédiaires de l'emploi, donc les professionnels sont vraiment confrontés, en plus de leurs tâches, d'accompagnement, de recevoir les jeunes, et cetera, mais aussi à un travail de remplissage de systèmes d'information, qui est lié, aux objectifs fixés par les financeurs, et cetera. Et en fait, il faudrait que ce travail des intermédiaires de l'emploi et le suivi des effectifs et le nécessaire remplissage, donc d'informations, ça ne doit pas primer sur les temps, d'échange, de réflexion autour de la catégorisation, des publics, des méthodes de recrutement, et de l'attention au processus de stigmatisation et discrimination. Les professionnels n'ont pas forcément toujours le temps d'échanger, voilà, sur le profil d'un jeune, d'avoir des retours en miroir, et cetera. Deuxième préconisation que nous avons pu évoquer, donc concernant le recrutement des jeunes invisibles. Notre étude confirme que les méthodes habituelles de sélection, comme le CV, la lettre de motivation, l'entretien, pareil, lorsqu'on conseille à un jeune une offre d'emploi qui a été déjà diffusée sur différents job boards, diffusée à différents partenaires, etc., on sait que le jeune il va être forcément mis en concurrence avec d'autres jeunes qui auront plus de diplômes peut-être que lui, qui auront plus d'expérience, et donc ça peut l'écarter d'emblée. Et donc, il y a de nombreuses études qui se sont penchées là-dessus, donc notamment les études de Denis Castra, qui montrent que les mises en situation ont fait leurs preuves lorsqu'il s'agit d'évaluer plus objectivement les compétences en acte des candidats. Et on a aussi d'autres chercheurs qui sont penchés sur ces questions, notamment Anne Fretel, qui est une maître de conférence en socio-économie, qui explique aussi que les petites et moyennes entreprises sont aussi preneuses d'avoir des conseils quotidiens sur comment recruter, puisque on peut très bien être entrepreneur, mais ne pas forcément avoir été formé ou maîtriser tous les rouages du processus de recrutement. Et donc, les petites et moyennes entreprises sont aussi preneuses, voilà, d'avoir des conseils des intermédiaires de l'emploi pour leur mission de recrutement. Alors enfin, concernant la formation et l'accompagnement des acteurs, donc au regard de la variété des profils existants parmi les professionnels
qu'ils soient issus plutôt du monde de l'entreprise, de l'intérim, du travail social, etc. Donc on a vraiment beaucoup de diversité au niveau des profils, donc il serait judicieux de privilégier des professionnels qui sont déjà formés à l'existence des stéréotypes et des discriminations, et aussi d'inclure, voilà, dès qu'un professionnel entre dans l'entreprise, et c'est ce qu'on verra aussi avec Nathalie, Robert, je fais un petit teasing pour la suite, mais d'inclure des formations voilà, répétées sur la formation des stéréotypes chez l'individu, leurs effets. Donc ça, ce serait également bénéfique voilà, au niveau des professionnels eux-mêmes. J'ai terminé ma présentation et je serais ravie de répondre à vos questions. Bonjour, excusez-nous, on a eu un problème technique dans les bureaux de l'IREV. Le webinaire va pouvoir reprendre dans quelques minutes, excusez-nous. Oui, bah alors merci, hein. Vu qu'il y a des problèmes techniques, je vais reprendre effectivement l'animation. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Camille, hein, pour cette présentation qui a soulevé effectivement pas mal de questions. J'en ai vu dans le chat. La première, c'était par qui sont les professionnels qui portent ce dispositif? Quel opérateur porte ce dispositif? Alors, je vais pas, pour des questions d'anonymat, forcément, en tant que chercheuse, je peux pas. Voilà, ce sont des professionnels. Enfin, c'est un dispositif qui est en Hauts-de-France. Et après, c'est porté par deux types d'acteurs. Donc, plutôt un acteur de l'entrepreneuriat et un autre acteur du domaine social. Voilà. D'accord. Merci, hein, pour cette question. Effectivement, vu qu'on a autour de la table aujourd'hui beaucoup de personnes, notamment du réseau des missions locales, qui pourraient être directement ciblées là-dessus. Et je trouvais ça aussi très intéressant puisque on va pouvoir continuer parce qu'en plus, je sais que Ahmed Achiba, qui intervient après, va avoir des obligations de partir. Rebondir notamment sur vos préconisations qui ont été réalisées dans le cadre de cette étude très intéressante, hein. Tout d'abord, qui était déjà de se porter plutôt sur une approche très qualitative plutôt que quantitative, hein. On y voit ici l'incidence, hein, des financements des politiques publiques par appel à projet et par objectif. Je sais que beaucoup d'opérateurs, notamment les missions locales qui sont autour de la table, bataillent beaucoup pour garder ce côté qualitatif plutôt que quantitatif avec leurs 40 ans d'expérience. Et puis, on va pouvoir effectivement, avec le témoignage d'Ahmed, voir que sur les modalités de recrutement, effectivement, on accompagne de plus en plus les entreprises. Les entreprises aujourd'hui qui peuvent recevoir des conseils de la part des opérateurs de l'emploi, hein, que ce soit France Travail, mais aussi le réseau des missions locales qui développe petit à petit ce côté conseil RH, ce côté conflit de génération effectivement, qui peut exister aujourd'hui. Et puis, des modalités de recrutement un peu innovantes, hein, en cassant ce côté CV, entretien, et plutôt par le sport, par le jeu vidéo. Et donc, du coup, effectivement, l'intervention d'Ahmed, qui va pouvoir prendre la parole, va justement rebondir sur ces préconisations que vous pouvez faire et voir justement comment les opérationnels du quotidien, qui sont au contact des jeunes résidents en quartier prioritaire politique de la ville, peuvent s'emparer de ces problématiques pour résoudre la question du jour, comment améliorer l'accès à l'emploi des jeunes résidents en quartier politique de la ville. Ahmed, je te laisse la parole. Attends, excuse-moi, Antoine. Oui, Karima. Désolée, on a eu un souci. En fait, on a eu une coupure de courant à l'IREV, ce qui a fait que toute l'équipe n'était plus en ligne. Je ne sais pas si vous avez pu faire un temps de... Il y avait de nombreuses questions dans le chat. Je ne sais pas si tu as pu y répondre, Charlotte. Le micro est coupé, mais effectivement. La question qui revenait était plutôt sur qui portait le dispositif. Alors, pour des questions de confidentialité, Charlotte, effectivement, a tout à fait effectivement bien répondu, mais je te laisse répondre, Charlotte, à nouveau.
Je réponds à cette question-là ou d'autres questions? Alors, non, 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 tu as déjà répondu. Si tu as déjà répondu, non, non, non. J'ai vu qu'il y avait aussi une question de en quoi c'est discriminatoire. Enfin, je ne sais pas si du coup vous l'avez évoqué, mais quelqu'un et on comprend cette réaction de dire en quoi c'est discriminatoire de dire à un jeune qu'il ne peut pas se rendre à un entretien en claquettes chaussettes. Je pense que ça méritait peut-être une petite explication supplémentaire. Oui, alors je viens de voir effectivement ce message sur le chat. En fait, dans la loi donc contre les discriminations, donc l'apparence physique, c'est bien un critère qui fait foi. Et donc, en fait, en admettant que les recruteurs ont raison de refuser ce type de comportement ou ce type d'attitude, enfin ce type de refus, en fait, quand les professionnels font comprendre aux jeunes que enfin, ils font comprendre qu'ils seraient en droit de refuser parce qu'ils sont pas habillés de la manière qu'ils ont identifié comme mieux, par exemple, voilà, une autre paire de baskets ou autre. Du coup, c'est vraiment confirmer que cette discrimination peut exister, en fait. Mhm. Et peut-être préciser aussi que le sens aussi de votre étude était aussi de dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui est consacrée à transformer peut-être les jeunes, ou en tout cas les faire entrer dans ce qu'on imagine être désirable chez les potentiels employeurs, mais moins dans moins d'énergie peut-être consacrée à comment on leur donne aussi des capacités d'agir sur leur environnement et aussi sur leurs droits. Merci, on est encore désolé hein, pour c'est ça. ce Je petit me permets contretemps. d'insister, Karima, hein, puisque Ahmed, qui intervient après, m'a confirmé qu'il avait des obligations de partir. On avait prévu qu'il Pas de intervenait souci. vers 11h05. Et donc, Pas je de vais le souci. laisser peut-être réagir d'ailleurs aussi sur cette approche entre la réalité de terrain et la loi, du coup, la confirmation des discriminations. Ahmed, Merci beaucoup, Charlotte. Et on peut passer à la deuxième partie. Je te passe la main, Antoine. bah alors, du coup, j'avais déjà fait l'introduction. Je vais laisser la main. Alors, j'espère qu'Ahmed est toujours là. Je l'avais vu tout à l'heure. Alors, j'espère qu'il n'a pas eu des problématiques de déconnexion. Alors, il semblerait qu'Ahmed ne soit pas connecté. Je ne l'ai pas vu dans les participants. Alors, je vais essayer peut-être de l'avoir au téléphone. Je vais proposer du coup qu'on passe directement au témoignage hein, de Nathalie Robert, hein, donc, qui est directrice de la mission locale de La Ciotat et qui a une mission déléguée de la part de l'UNML, donc l'UNML qui est l'Union nationale des missions locales, notamment pour lutter contre les discriminations. Absolument. Alors, je suis en train, bonjour à tous, de chercher le partage. Voilà. Je ne sais pas si... Tac, tac, tac. Vous l'avez partagé. OK. C'est bon. Affichage. Est-ce que vous avez la diapo numéro 1? Oui. Voilà. Oui, on voit ton support. Ça ira. Bon, Merci. Alors, OK. Merci. excuse-moi Nathalie, je vois que Ahmed a réussi à se Oui, reconnecter. oui. Il a été découpé, pardon. Bon, bah, merci beaucoup Nathalie, et puis on te redonne la parole Il n'y a juste pas de après. souci. Je t'en prie Ahmed, donc directeur adjoint à la mission locale de l'IS Tourcoing, la MELTA, là-dessus en charge des politiques d'accompagnement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les différents dispositifs que nous avons mis en place dans les quartiers prioritaires de la ville de Tourcoing. Nous avons 6 quartiers auxquels s'ajoute un autre quartier cette année pour l'année 2025. Donc, au total, 7 quartiers. 7 quartiers prioritaires de la ville, donc aux quartiers historiques que sont la Bourgogne, le Pont-Pu et l'Épidème se sont ajoutés Virolois-Croix-Rouge, Falampin, Blanceau et donc pour 2025, Point Central. Alors, notre plan d'action à destination des jeunes issus de ces QPV est le suivant.
Nous travaillons donc avec tous les partenaires, donc essentiellement les centres sociaux placés, donc ancrés dans ces quartiers, ainsi que le club de prévention, l'API. Nous intervenons sur place et nous mettons en place en fait différentes actions de manière régulière, hein. Donc, il y a une action recherche-emploi hebdomadaire. Il y a des sessions de recrutement qui sont effectuées tous les trimestres en lien avec France Travail, donc à destination de ces jeunes qui sont bien entendu au préalable préparés. Nous avons aussi des actions, j'allais dire plutôt pratiques, pour faciliter leur mobilité à travers le financement notamment du permis de conduire, le passe permis, donc qui est ouvert prioritairement à ces jeunes, hein. C'est un dispositif initié par la ville de Tourcoing que nous gérons avec le service jeunesse de la ville, la station. Nous avons aussi, en lien avec une association du quartier de la Bourgogne, l'association Objectif Emploi, mis en place des navettes. Donc, c'est l'association qui les gère, deux voitures, hein, qui permettent à des jeunes d'aller à l'emploi, d'aller travailler, notamment pour ceux qui travaillent de 5 heures à 5 heures à 13 heures, par exemple. Des salariés de cette association vont rechercher des jeunes qui les attendent au bas de l'immeuble pour les déposer devant l'usine. Nous avons aussi des dispositifs transfrontaliers, hein, donc avec les différentes agences d'intérim de la ville de Moucron, une ville frontalière. Nous avons aussi mis en place, en fait, grâce à l'aide de sociétés, hein, d'entreprises belges qui souhaitaient recruter une navette, un bus qui venait récupérer jeunes et adultes tous les jours, hein, pour se rendre sur leur lieu de travail. Nous souhaitons amplifier, hein, ces dispositifs mobilité, car on sait que c'est un endroit où le bas où ça pêche, hein, là où ça pêche, mais pas que là. Sur les sessions de recrutement avec France Travail, donc c'est dans différents domaines de travail, hein, c'est les aides à la personne essentiellement, logistique. Ça marche pour ceux qui sont préparés, qui viennent régulièrement. Il y a un taux d'embauche de ces jeunes et adultes de près de plus de 60%. Hein, dès lors comment dire, qu'ils effectuent toutes les sessions de préparation. Il n'y a pas de recette toute faite, hein. On essaie de faire au mieux de tenir compte des particularités, mais lorsque toutes les structures partenaires du territoire s'y mettent, on obtient des résultats probants. Alors, avec un bémol, et que les financements politiques de la ville, malheureusement, se réduisent. Et de ce fait-là, on n'a pas la possibilité d'étendre et d'aller encore, d'aller encore plus haut et de pouvoir proposer cette offre de service à l'ensemble des jeunes et adultes des différents QPV. Voilà, en quelques mots, je reste à votre disposition si vous souhaitez avoir plus de précision à ce sujet. Mais voilà, c'est vrai que on est fiers, hein, de pouvoir mettre en place ça avec l'ensemble des partenaires, mais malheureusement aujourd'hui, la limite, ce sont les financements politiques de la ville qui ne nous permettront pas d'aller au-delà. Merci beaucoup, Ahmed, hein. Je laisse voir s'il y a une grille des Oui. questions dans le chat. Peut-être aller un peu plus loin sur la notion des préparations des publics Oui. en amont des entretiens ou des sessions de recrutement.
Alors, ce sont en fait des ateliers qu'on met par exemple en place dans les pôles multimédia, hein, puisqu'il faut systématiquement qu'il y ait une cyberbase. Nous les préparons avec, par exemple, sur la Bourgogne, le pôle multimédia. Les jeunes viennent, ont des sessions d'information pour pouvoir maîtriser les sites, aller sur les sites Indeed, entre autres, pouvoir bien maîtriser ces différents sites et surtout préparer aussi, bien entendu, le CV, la lettre de motivation avec des professionnels. Et cela, voilà, hein, quand je vous dis ça, quand il y a une session de recrutement sur le mois, les 3 semaines précédentes, elles sont consacrées véritablement à la préparation, hein, et au fait qu'ils soient vraiment prêts le jour J. Tous ceux qui préparent, parce que certains, malheureusement, en cours de route, bon, pour X raisons, abandonnent, mais tous ceux qui sont assidus obtiennent, je veux dire, sont embauchés. Merci Ahmed, hein, pour la présentation de cette action qui est assez efficace. Ingrid, je ne sais pas si on a des questions. Oui, 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 il y avait une question un peu plus peut-être de détail sur le financement de l'action et peut-être votre articulation alors avec certains éléments forts de la politique de la ville comme les cités de l'emploi ou avec d'autres structures de droit commun. Mm. Voilà, est-ce que vous auriez des éléments sur... Alors oui, on n'est pas certifié Cité de l'emploi. On aurait pu, à un moment donné, on l'aurait souhaité, mais malheureusement, je vous dis, c'est les limites aussi, c'est plus possible. Aujourd'hui, on ne peut plus être labellisé Cité de l'emploi. Mais effectivement, en toute logique, vu le partenariat élargi que l'on a mis en place, on aurait dû être labellisé Cité de l'emploi, on ne l'est pas. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions, Antoine, sur le chat. Eh ben, merci beaucoup. Alors, pour essayer de maintenir au maximum les délais, hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, d'autres interventions ou peut-être d'autres actions que vous mettez en place au sein de vos organismes ou au sein de votre mission locale pour travailler, hein, justement sur la discrimination des jeunes et les accompagner au mieux dans leur accès à l'emploi, de les mettre dans le chat. Je vais du coup, à nouvelle fois, donner la parole à Nathalie Robert, hein, qui donc est directrice de la mission locale de La Ciotat et qui a cette mission déléguée par l'UNML d'un engagement national des missions locales pour lutter de façon systémique contre les discriminations. Ok, merci. Bonjour à toutes, à tous. Eh ben, écoutez, en fait, tout s'enchaîne puisque les études nous ont montré que les discriminations existent. On a vu aussi, du coup, un retour d'expérience d'une mission locale. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de missions locales qui se sont connectées aussi. Certaines pourront témoigner si elles ont travaillé avec nous dans le cadre de la mission déléguée ou avant le FEJ. Donc, nous, on est parti en fait au départ des travaux d'Olivier Noël, qui est sociologue et responsable de l'ISCRA. À partir de 2000, hein, la mission locale de La Ciotat, quoi, 99-2000. Et Olivier Noël, nous avait fortement intéressés, puisqu'à l'époque, nous, on voulait travailler auprès des entreprises qui discriminaient, puisque dans notre schéma d'intermédiaire du marché du travail, les entreprises discriminées, il fallait voir comment on pouvait se saisir de cette question. Et les travaux d'Olivier Noël nous ont fortement intéressés, puisque c'est la première fois, en tous les cas, qu'on a entendu parler, nous, de coproduction des discriminations. Et à l'époque, Olivier Noël disait, en fait, la discrimination, il le dit toujours, est un système où chacun coproduit. Effectivement, l'employeur qui va pas embaucher un jeune en raison de son origine, en disant que c'est pas lui, c'est ses clients, il discrimine. Mais le conseiller de mission locale ou l'intermédiaire du marché du travail qui ne va pas envoyer un jeune sur une offre d'emploi pour pas envoyer le jeune au casse-pipe, il discrimine aussi. Et le jeune, on l'a vu aussi, qui s'auto-censure, qui ne va pas dans l'étude de l'APEC, on en a reparlé, qui ne va pas aller sur une offre en disant que c'est pas pour lui et qui ne sera jamais embauché. Il participe aussi à ce phénomène de coproduction.
Donc, très rapidement, au niveau PACA, donc je suis à la fois responsable effectivement de la mission locale de la Ciotat, mais on a une organisation au niveau de la RDML où on a une recherche-action, c'est-à-dire que l'ensemble des référents de lutte contre les discriminations des 28 missions locales mettent en place des actions et se réunissent régulièrement. Donc, dès 2007, en fait, on est parti sur un travail au niveau régional de l'ensemble des missions locales, en partant en fait des travaux de recherche, comme on fait ce matin, comme on a vu avec l'étude de Charlotte Le Cerf, et en se disant les travaux de recherche disent ça, et comment de la recherche on peut passer à la recherche-action. Et on va voir aussi dans le cadre de la mission déléguée sur un essaimage national. Donc il y a quand même plusieurs dates à retenir. 2019, dans le cadre du FEJ, Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, c'est la première fois qu'on sort PACA, qu'on met en place au niveau national, qu'on propose en tous les cas au niveau national, les actions qu'on mène en PACA. C'est aussi une période, puisqu'on est aussi avec des acteurs QPV, où on sort des missions locales de PACA et on propose aussi le même plan d'action au niveau des acteurs de la politique de la ville, avec un cofinancement dans ce cadre-là. Ensuite, à partir de 2022, on termine le FEJ, le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, et on intervient maintenant au niveau d'une mission déléguée pour le compte de l'UNML, l'Union nationale des missions locales, qui est notre tête de réseau. Alors, notre action, c'est quoi? On a parlé effectivement d'une approche systémique en direction des jeunes, des entreprises et des salariés. Le vrai enjeu pour nous aussi est d'internaliser des compétences pour la mise en place durable des actions. Souvent, on a vu tout à l'heure dans l'expérience d'avant, ou même plus globalement en mission locale, on a le financement, on peut faire, on perd le financement, on perd la compétence. Donc l'objectif de cette mission déléguée, c'est aussi d'internaliser des compétences dans le réseau des missions locales pour anticiper que si le jour on n'a plus le financement, les missions locales qui ont pu participer à cet essaimage puissent continuer à développer leur action. Ce qui est aussi important pour nous dans le réseau, c'est le pair à pair. C'est-à-dire que le groupe projet est composé aussi de la mission locale de Marseille, Biram Sambé, qui intervient aussi sur l'essaimage des ateliers participatifs. L'ISCRA, Alex et Galis, ce sont effectivement des partenaires extérieurs. Et je le disais aussi, l'enjeu pour nous, c'est de vraiment rendre les missions locales autonomes. Donc, en fait, très concrètement, notre action, elle a 3 piliers. Le premier pilier, on en a parlé tout à l'heure avec Charlotte Le Cerf, c'est vraiment la question de la formation des salariés en interne du réseau. Si on parle de coproduction, déjà, comment nous, on a pu, bon, on a commencé il y a une vingtaine d'années, mais ça continue, ces formations, internaliser, avoir un biais sur les questions de formation des salariés pour, avant d'aller réinterroger les pratiques des entreprises ou des jeunes, déjà se poser sur ses propres pratiques. On a 2 modules qui sont du coup soit programmés en intra dans les missions locales actuellement, 25%, on va voir tout à l'heure dans les chiffres, soit qui sont programmés via les ARML en intermission locale, mais peu importe le schéma, souvent c'est notre OPCO Uniformation qui finance ces modules. 2 modules, donc comprendre les enjeux de la lutte contre les discriminations avec Olivier Noël de l'ISCRA, et un deuxième module, accompagner les entreprises à objectiver les critères de recrutement. Premier pilier, c'est important parce que quand on a commencé à mettre en place ces modules il y a une vingtaine d'années, on pensait qu'il fallait former les conseillers 1 an, 2 ans et que les questions de posture seraient validées. On s'aperçoit qu'en fait, ce type de modules doivent être des modules socles et je renvoie aussi à mes collègues directeurs de mission locale qu'on a un critère 10 maintenant dans le cadre de la labellisation qui est autour de la question de la formation des salariés. Alors, on l'a vu aussi beaucoup dans les différentes interventions, parfois sur la question du référentiel. Qu'est-ce qu'on entend par insertion sociale et professionnelle et qu'est-ce qu'on entend par lutte contre les discriminations? Il y a parfois une frontière assez fine et ces modules permettent aussi de réinterroger ça. Un jeune qui vient en claquette, est-ce que c'est une question de discrimination? Ou alors, si on reprend sur la question de la définition de la discrimination, à situation comparable, une différence de traitement. Donc, toutes ces notions sont réabordées aussi dans ces 2 modules.
Le deuxième, en direction des entreprises, accompagner les entreprises à objectiver les critères de recrutement. Il est peut-être davantage ciblé pour les conseillers qui sont en charge de la relation entreprise ou en tous les cas qui accompagnent les entreprises. Il y a un deuxième pilier qui est important pour nous, c'est libérer la parole des jeunes. On l'a vu aussi dans les différents témoignages et études. Donc les essaimages des ateliers participatifs de lutte contre les discriminations, en fait, permettent d'accompagner en interne de la mission locale les collègues conseillers des missions locales à pouvoir animer des ateliers participatifs en direction des jeunes. Nous, on utilise le photolangage parce que c'est quelque chose, un outil assez facile. On a une trentaine, une quarantaine de photos. Certaines missions locales avec qui on a travaillé ont développé leurs propres outils, peu importe. L'enjeu, c'est libérer la parole et développer le pouvoir d'agir des jeunes pour qu'ils puissent, sur ces questions-là, avoir des lieux où ils en discutent. Donc, en fonction des missions locales, il peut y avoir plusieurs schémas. Certains voient le même groupe plusieurs fois et ça permet d'avoir aussi un travail sur reconnaître les discriminations, en parler. Alors, celles qu'on a pu vivre ou celles qu'on a pu observer, parce qu'on s'aperçoit que des jeunes aussi ont beaucoup de témoignages, pas uniquement par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais ce qu'ils ont vu aussi par rapport à leurs collègues. Mais en tous les cas, le véritable enjeu, c'est avoir en mission locale des lieux où on puisse parler de ces questions sans tabou, parce que, on l'a vu dans les différentes études, les discriminations existent, les jeunes des missions locales en sont particulièrement confrontés, et comme n'importe quel sujet en mission locale, quand les jeunes sont confrontés par rapport à un sujet, c'est important d'internaliser des compétences. La mission déléguée, là-dessus, elle permet vraiment d'accompagner sur site, mais aussi pour les missions locales qui le souhaitent, de venir en PACA aussi, observer des ateliers participatifs avant même de pouvoir les mettre en place dans les missions locales. On verra tout à l'heure aussi par rapport aux chiffres, mais ça a permis vraiment de déployer là-dessus des ateliers qui sont vraiment plébiscités quand on pose la question ensuite aux jeunes, puisque ça parle tout simplement de ce qu'ils vivent. Ensuite, le troisième pilier est plutôt un pilier en direction des entreprises. Donc, il y a eu 2 temps. Dans le cadre du FEJ, on était beaucoup plus sur des journées de formation qui duraient une journée où le prestataire, l'ex-Egalis, arrivait dans la mission locale et mettait en œuvre une formation d'une journée en direction des entreprises partenaires de la mission locale. On a souhaité faire avancer en fait ce troisième pilier pour que les missions locales puissent être autonomes. On est toujours dans la question d'internaliser des compétences. Et aujourd'hui, dans le cadre de la mission déléguée, on propose davantage un accompagnement sur site, pareil, un essaimage des workshops entreprises, recrutement inversé, 5 jeunes, 5 entreprises. Les jeunes se mettent à la place des entreprises, les entreprises à la place des jeunes. Et là aussi, j'insiste, ce qu'on fait, c'est l'accompagnement sur site permet en fait que les missions locales soient autonomes dans l'animation de ces ateliers en direction des entreprises. Donc, en fonction des missions locales, ça peut être des chargés de relations entreprises ou ça peut être des conseillers. L'évolution par rapport à l'expérimentation qu'on a eue dans le cadre du FEJ, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur du sur-mesure et on préconise vraiment à l'ensemble des missions locales qui veulent s'engager d'être sur ces 3 piliers simultanément, de ne pas être uniquement sur la formation des salariés ou des ateliers en direction des jeunes ou des ateliers en direction des entreprises, mais si on part vraiment des travaux d'Olivier Noël sur la question de la coproduction, c'est de pouvoir travailler simultanément ces 3 piliers pour pouvoir avoir un vrai effet levier dans sa mission locale. Ce qu'on préconise aussi, c'est de démarrer par la formation des salariés, puisque ça permet ensuite, sur les questions d'essaimage d'ateliers participatifs ou de workshops entreprises, d'avoir soi-même aussi été formé et sensibilisé. Et ce qu'on préconise aussi, lorsqu'on vient sur site dans le cadre des ateliers, l'essaimage des ateliers participatifs, c'est qu'il y a la possibilité aussi d'avoir une demi-journée de sensibilisation par Biram Sambé, de l'ensemble de l'équipe sur la question de pourquoi des ateliers participatifs, pourquoi le pouvoir d'agir. Le vrai enjeu, c'est que toute une équipe puisse être formée et qu'il n'y ait pas, on le voit souvent sur différents dossiers dans les missions locales, avoir un référent lutte contre les discriminations, déjà, c'est très bien, mais si on peut vraiment avoir une équipe sensibilisée, ça permet vraiment d'avoir un effet levier.
Voilà, alors sur les questions de formation, il y a plusieurs schémas, je le redisais, soit via les PRF, mais maintenant c'est un peu plus complexe. On est déjà la quasi-totalité des ARML ont bouclé ou sont en cours de boucler leur PRF via des marchés publics. Les formations en intra, on s'est aperçu que ça permettait aussi de former et de sensibiliser un nombre plus important de l'équipe et d'avoir vraiment par rapport à ça un effet levier. Donc, voilà sur les 3 piliers. Vous avez aussi une charte nationale des missions locales, qui a été signée lors d'un séminaire en mai 2022, qui reprend en fait ces éléments, ces 3 piliers, la question de la coproduction et la question de comment, on peut en mission locale, intervenir. Cette charte nationale, de plus en plus, elle est contresignée par les missions locales qui le souhaitent, lors de conseils d'administration, d'assemblées générales ou de journées spécifiques, et une charte qui est contresignée, on le répète souvent, à valeur aussi de convention. Donc sur les chiffres, on a eu un séminaire national le 5 et le 6 décembre. Alors le parti pris de cette action au niveau national est de travailler sur l'ensemble des critères et de ne pas hiérarchiser les critères. Il n'y en a pas qui sont plus importants que d'autres pour nous, lorsque notamment on travaille avec les ateliers, avec les jeunes en atelier participatif. Mais sur ce séminaire du 5 et 6 décembre à la Ciotat, on a voulu zoomer sur les questions de transidentité et de comment aussi on accompagne les jeunes qui sont en transition, puisque c'est des questions qui reviennent de plus en plus dans les missions locales, en tous les cas par les membres lutte contre les discriminations de la recherche-action de PACA. Et on s'est dit, pourquoi pas aussi travailler ça sur un séminaire national. La particularité aussi de ce séminaire, le 6 décembre après-midi, c'est qu'il y a beaucoup, l'après-midi a été consacré en fait à la parole des jeunes. Certains étaient présents, donc Paris, Grave, Moulins, d'autres avaient fait des capsules vidéo, mais le plus important aussi, c'est encore une fois sur ces questions-là, de pouvoir laisser aussi les jeunes s'exprimer et parler. Donc vous avez en fait deux visuels. Le premier visuel, c'était les chiffres lors du bilan intermédiaire, en fait. C'était à Montpellier, aux journées, aux rencontres nationales ou aux journées professionnelles. Donc, on a voulu garder le même visuel et le reproduire, en fait, sur le séminaire à la Ciotat du 6 décembre. Donc, sur 6 ans d'essaimage dans le réseau, au niveau national. Donc déjà, on a les collègues des territoires ultramarins qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas prévus au départ dans le cadre de l'expérimentation du FEJ. On a eu 795 salariés formés. Ça a représenté 72 modules. Donc pour un réseau, en plus pour ceux qui sont hors mission locale, ça peut aussi donner des idées sur comment un réseau national peut se saisir de ces questions-là. Donc, je le disais tout à l'heure, 25%. On a fait en fait en 2 ans, les 2 dernières années, les 35 formations, qui est l'équivalent des formations qu'on a fait en 4 ans sur la première phase de l'expérimentation. Donc, il y a eu vraiment un développement très, très important, 50% des formations sur les 2 dernières années. C'est juste des formations, celles-ci internes au réseau des missions locales, hein, et principalement les équipes conseillers ou chargés de projet. Ce qu'on préconise aussi, c'est que lorsqu'on est en intra, les équipes de direction soient aussi dans les formations, vraiment impliquées, puisque les questions de prévention et de lutte contre les discriminations concernent aussi la gouvernance et pas uniquement les équipes des missions locales. Concernant l'essaimage des ateliers participatifs, on a fait 73 essaimages d'ateliers. Donc systématiquement, il y a des co-animateurs qui sont formés dans les missions locales. Donc aujourd'hui, on a une centaine de co-animateurs formés qui eux-mêmes animent des ateliers du coup dans leur mission locale, pour ceux en fait qui les ont mis en œuvre. Ça a représenté environ 500 salariés formés, je l'indiquais aussi. Lorsqu'on vient sur site, on en profite aussi pour sensibiliser l'ensemble de l'équipe. Concernant les entreprises, en fait, vous avez les 2 niveaux. Première partie, dans le cadre du fonds d'expérimentation du FEJ, 25 formations. Et depuis qu'on a mis en place la mission déléguée, 28 workshops entreprises. Donc, systématiquement, c'est dans des missions locales différentes. Ce qu'on a rajouté aussi en 2024, c'est la possibilité de participer à des webinaires qu'on avait déjà démarré fin 2023.
Et on a eu, depuis la mise en œuvre des webinaires, donc webinaires sur la non-discrimination sur septembre, octobre, novembre, et en fin d'année aussi plutôt des webinaires sur la mobilisation. On a eu 358 salariés. Alors, c'est même pas salariés, en fait, c'est connexions, puisque certaines missions locales sont venues aussi à plusieurs participer à ces webinaires. J'ai pas fait le slide des perspectives 2025. Peut-être qu'on pourrait le faire aujourd'hui aussi. Le véritable enjeu, en tous les cas, on l'a dit lors du séminaire le 6 décembre à La Ciotat, c'est d'avoir le plus possible des démultiplicateurs en région, puisqu'on est une mission déléguée, on est un réseau national, et un peu sur le schéma de PACA. PACA, ça a été quoi au départ? Ça a été 2-3 missions locales qui ont commencé à travailler sur ces questions-là, et un financeur qui nous a dit, bon, vous êtes un peu les 2-3 entre guillemets, premiers de la classe sur ces questions-là. Est-ce que vous êtes en capacité d'embarquer le réseau des missions locales au niveau régional? À l'époque, on était au temps du FACILD, d'ailleurs. Aujourd'hui, le vrai enjeu sur l'essaimage de cette action, de la continuité de l'essaimage de cette action. Bien sûr qu'on va continuer les outils type webinaire, on va continuer aussi l'essaimage sur site des ateliers participatifs et des workshops entreprises, mais on va aussi davantage formaliser des outils. On a un livret aujourd'hui, mais qui est davantage pour ceux qui ont fait la formation d'Olivier Noël. On va aussi créer un livret pour ceux qui sont engagés dans l'action. Mais pour nous, au niveau du groupe projet, le véritable enjeu aussi, c'est d'avoir le plus possible des démultiplicateurs en région qui puissent un peu aussi se saisir et aller accompagner, sensibiliser. Alors, ça peut passer via les ARML. Nous, le schéma avait été de passer directement par les missions locales, peu importe. C'est des questions dont il faut se saisir. Et l'échelle régionale est aussi une bonne échelle pour avoir un effet levier encore plus important et que l'ensemble des missions locales, des 420 ou des 440, puissent être engagées durablement. Voilà, très rapidement, j'espère que j'ai tenu le timing. Merci beaucoup, Nathalie. Il reste un petit temps d'échange. Exactement, merci beaucoup pour cette présentation d'action qui est dans la philosophie du réseau des missions locales, qui est l'échange de bonnes pratiques et l'essaimage. Donc encore merci pour cette présentation. Je vais laisser Ingrid peut-être faire le relais des questions qu'il y a pu y avoir dans le chat. Oui, alors il n'y a pas eu beaucoup de questions, si ce n'est un peu de partage de ressources encore. Par contre, il y a une question sur la question de l'essaimage. Est-ce qu'il est prévu un essaimage auprès des acteurs? Des acteurs, c'est-à-dire hors réseau, hors mission locale? Peut-être, je ne sais pas si Céline, tu veux compléter la question, effectivement, de préciser quel type d'acteur tu... Hors réseau, apparemment. Céline a Hors répondu. réseau, oui. Ok, pardon, j'ai pas vu. Alors, Ok, ok. nous, c'est une mission déléguée UNML, donc le ciblage, c'est les missions locales. Par contre, dans mon intervention, je faisais le lien avec une action qu'on avait montée dans le cadre d'un financement pour les QPV. En fait, la transposition de cette action, vous pouvez la voir aussi sur d'autres acteurs. Pendant 3 ans, dans le cadre de la politique de la ville, on avait fait en fait le même schéma, formation des acteurs politiques de la ville. On avait fait un module de 3 jours, un jour avec Olivier Noël, un jour avec l'ISCRA, un jour avec Biram Samb de la mission locale de Marseille. Ensuite, en direction les ateliers participatifs, on avait fait l'essaimage. Là aussi, c'était les missions locales, mais en direction des habitants, des quartiers de la politique de la ville. Et c'était vraiment très, très intéressant de voir aussi comment les parents, les mamans parlaient de ces questions de discrimination. Et pareil, idem sur les workshops entreprises recrutement inversé. En fait, la naissance des workshops a été même dans le cadre de notre action politique de la ville, QPV, et ensuite on s'est dit, on va la retransposer parce que ça a bien fonctionné, ces workshops dans l'action QPV, on va le retransposer au niveau de notre action nationale. Donc les acteurs de la politique de la ville, vous pouvez vraiment vous saisir de ces 3 piliers aussi, parce que en fait, les intermédiaires du marché du travail, pour nous, c'était les acteurs politiques de la ville, les jeunes, c'était les habitants, et les entreprises, c'était des workshops entre les entreprises et les habitants. Voilà, ce qui nous est important, c'est l'approche systémique.
et le droit de la non-discrimination et la question de l'égalité de traitement. Merci Nathalie. Et j'imagine aussi que ça fait aussi un peu référence aussi à la question du pilotage territorial aussi, comment ça peut faire sens aussi pour faire connaître et mettre un petit peu en complémentarité toutes les actions aussi qui sont entreprises dans le domaine de l'insertion de l'emploi. On a effectivement aussi la mission locale de Wattero-Lollers, sa directrice Ogbia Boulekras, qui voulait partager une expérience territoriale. Oui, bonjour à tous. Bonjour Antoine, bonjour à l'IREV et bonjour aux chercheurs. Alors en fait, moi, je voulais juste, je ne vais pas non plus commencer à m'étaler parce que Ahmed Hachiba a bien présenté son action. Donc les missions locales, c'est vrai qu'on est tous implantés, plus ou moins, sauf certaines villes, dans des quartiers QPV. Moi, je voulais juste présenter, mais très rapidement, l'action de la mission locale de Wattero-Lollers. Nous, il y a quelques années, alors c'était juste après le Covid, on a décidé de s'implanter, mais alors au cœur d'un quartier QPV qui est ici à Wattero, qui s'appelle le quartier de Beaulieu. On a trouvé un local, qui était d'ailleurs l'ancien local de Villogia, d'un bailleur social, et on s'y est installé. Alors c'est vraiment, quand je dis au cœur, c'est vraiment sur une place, on est visible, etc. Et malheureusement, donc on est resté, enfin on y est encore, mais on s'est installé en septembre 2021 et quand il y a eu les émeutes de juin 2023, malheureusement, on a été touché de plein fouet. Le local, un sac à dos, etc. Tout le matériel à ce quartier-là, du quartier qui était, on ne sait pas qui a fait cet incident, mais en tout cas, on a d'ailleurs, enfin, on s'est d'abord organisé en un groupe, on appelle ça la coordination au Beaulieu, puisque c'est le quartier de Beaulieu. Et depuis ce temps-là, on mène beaucoup d'actions. Et en discutant avec les jeunes, on s'est rendu compte que on parle de discrimination, c'est vrai. On parle de ces quartiers très difficiles, mais il faut dire que les jeunes qui vivent là, il faut euh, alors même si nous, on a été réintégrer nos locaux, ils ont un sentiment, et ça a été dit aussi auprès des intervenants là, de tout à l'heure, ils ont, au-delà du syndrome de l'imposteur et tout ça, du plafond de verre, etc., ils ont quelquefois même une haine vis-à-vis des institutions. Et ils ont vraiment cette impression qu'on les laisse de côté. Alors c'est vrai que ce qu'a présenté Kader Hamza, c'est les jeunes diplômés. Donc les jeunes diplômés, ben, s'ils ont un niveau Ah, c'est dommage, Ogbia, parce qu'en fait, il Ogbia, semble avoir un problème de connexion. Donc, je suis désolée, ouais, on va pas pouvoir. couper la caméra peut-être pour Oui. terminer. Ogbia, oui, coupe la donc du caméra coup, peut-être si ça ils ira sont mieux. pas aussi en rébellion que les autres. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas depuis tout à l'heure, en fait? En fait, il y a un problème de connexion, donc on vous demande peut-être de désactiver votre Vous caméra m'entendez pas? et terminer votre propos. On entendait jusqu'à temps de défiance des institutions, Ogbia, et après ça a coupé. D'accord. Donc, je désactive la caméra. Voilà. Je vais désactiver la caméra. Là, normalement, je vais être C'est mieux. rapide. Donc, tout ça pour dire, alors, je ne sais plus ce que vous avez entendu ou pas, je m'en rappelle, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que les jeunes de ces quartiers-là sont vraiment, ils ont vraiment l'impression on les laisse de côté, qu'on ne s'occupe pas d'eux, qu'on utilise, entre guillemets, leur argent, ce qu'ils appellent leur argent, l'argent des politiques publiques, pour nous-mêmes, pour nos salaires, pour les salaires des accompagnants, des éducateurs, etc. Et que eux, la discrimination, ils en parlent même plus parce que pour eux, c'est vraiment euh, leur quotidien, on va dire, leur quotidien. Et donc ça, il faut peut-être. Alors, l'étude de Kader, elle est très bien, mais elle s'adresse plutôt aux diplômés. Mais quand on s'adresse aux non-diplômés, aux gens qui sont laissés de côté, il faut vraiment aller dans ces quartiers-là pour voir vraiment comment ces gens vivent, ces jeunes vivent, pour moi, à côté de la société.
dans la société, mais à côté de la société. On veut toutes les actions qu'on veut, tous les recrutements qu'on veut. Euh, Ça sera difficile pour les employeurs parce qu'il y a tout un travail à faire auprès des employeurs. Et ça, nous, on y travaille pour qu'ils acceptent d'embaucher ces jeunes-là. Et je pense on n'est pas au bout du chemin parce qu'il y a vraiment un travail énorme à continuer à faire pour l'embauche de ces jeunes. Merci beaucoup, On est des- Oglia. ouais, je pense qu'on va pas pouvoir. Ouais, Merci. Qui vivent toutes les discriminations. J'avais beaucoup de choses à dire, mais c'est tout, tant pis, je peux pas trop parler. Le sujet, il est très, très, très important. En 2 heures, Merci c'est pas beaucoup, Oglia. évident. C'était J'arrête mon micro. oui, on le savait déjà, oui. Alors c'est surtout parce que ça coupait un petit peu, donc c'était plus difficile pour tout le monde de suivre les échanges, hein. Désolé, Ogbia. Le sujet, effectivement, hein, des jeunes résidents en QPV est un sujet très intéressant qui ne peut pas être traité en 2 heures et pour lequel on ne peut pas forcément apporter des solutions non plus en 2 heures. Par contre, ce qu'on espère en tout cas aujourd'hui, de par ces différentes interventions, c'est peut-être avoir pris un peu de recul en tout cas pour les opérateurs qui ont, je dirais, la tête dans le guidon, hein, qui sont au quotidien auprès des jeunes, de voir un peu cette vision un peu reculée, de prendre aussi connaissance de ce qui existe par ailleurs, hein, notamment par le témoignage de Nathalie Robert, hein, sur toutes les actions qui peuvent être mises en place pour avoir un accompagnement le plus inclusif possible, de lutter nous-mêmes contre les discriminations pour ne pas en ajouter avec les discriminations qui sont subies de la part des jeunes. Et puis, bien entendu, hein, de comment on peut essayer de mobiliser au mieux les politiques publiques qui sont mises en place au bénéfice de ces jeunes, malgré les défiances des institutions Cogbia présentées en fin de webinaire. En tout cas, merci à toutes et à tous pour ma part pour cette mobilisation. Je vais laisser Karima conclure ce webinaire. Et puis, c'est aussi l'occasion ce 17 décembre, de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Si Antoine. je peux me permettre rapidement, c'est dommage qu'on n'ait pas abordé la question de l'état de droit, parce que ça, je rebondis sur la dernière intervention. Il me semble qu'à un moment donné, accompagner des pratiques et accompagner des changements de pédagogie, c'est bien, mais il faut les resituer aussi dans un état de droit. Donc, il y a besoin aussi dans les missions locales, peut-être, des gens qui font référence à ça, sur la question du droit et l'accès au droit, parce que la question des discriminations, elle est hors droit. Donc, à quoi on se réfère? C'est quoi la loi? Sur quoi on peut faire référence avec les jeunes? Parce que la question de porter ces droits et justement ne pas laisser des jeunes dans des situations de non-accès ou les laisser se mettre dans des situations de non-accès, parce que produits par des postures et par le système, comme on l'a dit, il est intéressant de se dire de quoi ce système est constitué dans le droit, en fait. Qu'est-ce que j'ai le droit et qu'est-ce que j'ai pas le droit. Et ça, c'est tout le côté qu'on Merci, n'a pas madame. abordé aujourd'hui Ah et oui, ce sera intéressant de le faire. oui, oui, oui. Mais alors, Pour, je vous remercie, hein, mais c'est parce enfin voilà, on a 2 heures. Là, il est midi, et je tiens, enfin Je pour tout le comprends monde, en bien. tout cas Merci beaucoup pour déjà tout le pour tout monde. ce que vous avez fait. Mais on retient bien la question et je pense que c'était aussi l'un des objets, en tout cas pour l'accompagnement qui est proposé par l'UNML à travers Nathalie Robert, justement avec les ateliers participatifs. Donc il y a la question aussi de l'accès au droit et peut-être aussi de mieux armer les professionnels sur les questions de droit. Je suis désolée, on sait très bien qu'en plus enfin, c'était hyper riche, hyper intéressant, vous avez eu beaucoup de réactions. Voilà, on relève le défi de le faire en 2 heures, mais voilà, ce n'est pas terminé. Voilà, on aura d'autres temps à organiser pour aller plus en profondeur sur ces questions. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire et je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre participation et votre intérêt pour cet événement. Merci, un merci également à nos intervenants pour la richesse de leurs contributions qui nous ont permis d'éclairer les défis complexes liés à l'insertion des jeunes issus des quartiers prioritaires. Les échanges de ce matin mettent en lumière des constats saisissants, mais aussi des leviers d'action concrets. Ils nous rappellent aussi combien la lutte contre les discriminations et l'accompagnement vers l'emploi exige une mobilisation collective, un croisement des expertises
et aussi une volonté politique affirmée. En tout cas, on espère que ce moment de réflexion aura nourri vos pratiques et inspiré de nouvelles perspectives d'action. À l'IREV, nous restons à vos côtés, pour continuer à accompagner les acteurs de terrain, partager des ressources et promouvoir aussi des approches innovantes sur ces questions. Et justement, sur la question de la prévention et de la lutte contre les discriminations, afin de soutenir les territoires sur leur démarche de prévention des discriminations, l'IREV propose une boîte à outils. C'est une rubrique qui a été travaillée sur le site de l'IREV avec des fiches, des synthèses, des vidéos, des kits aussi pédagogiques, des kits de formation sur la question de la prévention des discriminations. Donc voilà, il y a des apports méthodologiques sur le diagnostic, sur la sensibilisation, sur l'évaluation, sur le lien entre prévention des discriminations et politique de la ville. Le lien va vous être partagé dans le chat. N'hésitez pas à nous solliciter pour pouvoir aller plus loin sur ces questions. Encore, merci à toutes et à tous. C'est au plaisir de vous retrouver dans de futurs événements en collaboration. Et comme Antoine, je vous souhaite une excellente journée et de très belles fêtes de fin d'année avec un peu d'avance. Au revoir à tous. Au revoir à tous et joyeuses fêtes. Merci à tous. Au revoir.